Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. Voici la bonne compagnie. Je suis avec Alexandre Antonin. On va continuer la série Écrire à l'encre violette et parler encore un peu de Violette. On verra laquelle. Alors, on avait commencé avec Anne Missler la série sur le très bel ouvrage collectif Écrire à l'encre violette qu'on va montrer tout de suite. Mais Alexandre, il a aussi fait une thèse. Tu es docteur. Oui. Et tu as fait une thèse sur Viollet-le-Duc, mais c'est encore mieux que ça. Tu as fait une thèse sur ce que Viollet-le-Duc n'a pas pu écrire, ce qui est quand même un objet de thèse assez paradoxal. Qui est d'écrire avec ce qui n'a pas pu être publié, et donc partir des archives pour ce faire. Et ce qui donne... Alors comme ça, on va se préparer la miniature. Une censure éditoriale. Ravage de Viollet-le-Duc, paru aux Presses universitaires de Lyon en avril 2023. Et je pense qu'on va quand même commencer par Écrire à l'encre violette, mais on va dire tout de suite, c'est quand même important, que vient de paraître chez l'Imaginaire Gallimard, grâce à Margot Gallimard, l'édition, alors pas l'édition, peut-être que tu peux le dire, mais c'est... Ravage sans le ravage, peut-être. Exactement, c'est Ravage sans les déboires, mais avec d'autres déboires, mais qui permet en fait d'avoir la version telle que le duc l'avait pensée, et que j'ai pu reconstituer grâce justement à tout ce qui se trouvait dans le fonds Viollet-le-Duc, à la fois à l'IMEC, mais aussi les archives qui se trouvaient à la Bibliothèque historique de la ville de Paris et en collection privée. Et avec Anaïs Frantz et Mireille Brioude aussi, qui sont de la Société des Amis de Viollet-le-Duc. Il y a une Société des Amis de Viollet-le-Duc. Mireille Brioude est présidente des Amis de Viollet-le-Duc et Anaïs Frantz est secrétaire générale. Et on signale les préfaces de Camille Froide-Vaumétrie et de Mathilde Forget. Exactement. Et on aura bientôt la captation de Ravage lue par Laura Vasquez et Mathilde Forget à la Maison de la Poésie. Oui, qui avait lieu avant-hier. Mais ça ne servira à rien puisque la vidéo paraîtra plus tard. Nous sommes dans un montant. Mais en tout cas, alors moi j'ai commencé à le lire, mais vraiment, mais c'est toujours ce même problème que je commence à lire et je m'endors vite. Alors que Twitter me tient en éveil, mais il faudrait mettre des écrans bleutés en fait au livre. Je pense que j'en parlerai bientôt. Je tweete entièrement le livre. Voilà, comme ça, par petit tweet. Alors c'est Françoise Kahn ou Cahin, je sais pas comment on le prononce d'ailleurs, qui tweet la vie de sa grand-mère et les journaux de sa grand-mère. C'est assez intéressant, qui s'appelait Françoise Aimée. Et là, on arrive au moment où elle est gardée par sa mère ou par sa grand-mère, mais elle est née en fait. Et donc, tu as des croisements entre son Twitter et l'autre, et c'est assez rigolo à voir, et donc avec des photos de Françoise Petite. C'est vraiment mignon. Faudra que tu me passes le... Mais je pense que je vais le mettre en description si je pense. On rappelle, Écrire à l'encre violette, c'est un ouvrage collectif d'Aurore Turbio, Alex Lashkar, Anne Missler, Manon Berthier et toi-même, qui parle de ce qui n'avait pas vraiment de littérature. Si, il y avait une littérature, il y avait des études, mais vous avez offert quelque chose qui est à la fois une synthèse érudite et très accessible des littératures lesbiennes. Oui, c'est ça. Le projet, on a pu le faire grâce au Cavalier Bleu, qui avait contacté Aurore Turbio pour demander si elle était partante pour faire une histoire de la littérature lesbienne. Et comme toute bonne chercheuse compétente, elle a dit « je ne me sens pas légitime pour le faire ». Mais c'était chaud quand même, une histoire de la littérature Complètement, et c'est justement pour ça qu'elle a contacté notre éditrice, donc Anne-Laure Marcelex, pour dire « j'accepte de faire le projet ». C'est super sympa, hein, j'aime beaucoup moi, les éditions Cavalier Bleu. Ah oui, et c'est un être d'amour et de lumière, vraiment, je recommande chaudement les éditions du Cavalier Bleu, autant pour le travail qu'ils font que pour leur catalogue. Et à partir du moment où le projet se faisait à 5 personnes, c'était beaucoup plus réalisable puisqu'on traitait chacun et chacune notre période. Mais alors, toi, voilà, donc tu parles de Viollet-le-Duc. En fait, finalement, si je résume un peu, globalement, moi j'ai quand même l'impression que tu parles du moment où les lesbiennes n'écrivent pas, ou ne peuvent pas écrire. Et c'est ça, je pars de ce moment... Qu'est-ce qui se passe ? Je pars de ce moment où, à chaque fois qu'on a des ouvrages qui font l'histoire du lesbianisme, on a l'impression que l'entre-deux-guerres, c'est absolument la fête. Il y a Adrienne Monnier, il y a Sylvia Beach, il y a le salon de Nathalie Clifford-Barnet, et qu'ensuite arrive la libération, et c'est pas la libération des lesbiennes, quoi. Non, elles ont toutes disparu, elles n'existent plus, et pouf, arrive mai 68, et donc il y aurait une espèce de trou comme ça durant cette période. De toute façon, on l'a bien dit, c'est une passade. Exactement.
Et donc là, elles se sont enfin rendues compte avec la guerre en disant ah merde. Moi, elles sont toutes devenues mères de famille. Quoi. Bah oui, c'est ça. En fait, comme il n'y avait plus de mecs et qu'ils sont enfin revenus, elles se sont dit putain, enfin, j'ai trouvé ma raison de vivre. Alors, Jean-Jacques est revenu du front. C'est quand même extrêmement paradoxal parce que le deuxième sexe date de 49. Oui. Le deuxième sexe parle de la lesbienne. Oui, Enfin, oui. notamment, enfin, quand je dis la lesbienne, c'est un des types de femmes que traite Beauvoir, non sans ambivalence, d'autant plus quand on connaît un peu le vécu de Beauvoir, qui n'apparaît pas dans ses textes, ou pas directement, ou pas de façon assumée, là aussi c'est compliqué. Donc en fait, c'est une époque, donc là ton chapitre, il va globalement de 43 à 69. C'est ça. Voilà. Mais, et on va reparler des dates mais plus précisément ensuite, mais voilà, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et genre, il y aurait une période de l'histoire où il n'y aurait pas de lesbienne? Et ça, à nouveau, bon, c'est la photopatriarcat, ça c'est la réponse à tout. Oui, mais quel patriarcat, comment C'est ça. Tout l'intérêt dans les détails, comme le diable. Oui, et ça c'est Florence Tamagne qui le montre justement dans Mauvais genre, donc Mauvais genre point d'interrogation, où en fait, durant la libération, il va y avoir un effacement systématique des représentations lesbiennes. Okay. Et il y a aussi tout ce qui va être le retour à la morale et surtout, il faut faire des enfants pour la nation. Donc ça, c'est un mouvement nataliste qu'on avait quand même sur la criminalisation de l'avortement, par exemple, c'est dans les années 20. Oui. Mais avec quand même une déconnexion et des choses qui étaient pas forcément autorisées, mais plus permissives ou plus tolérées. C'est ça. Parce que donc t'as toutes ces politiques natalistes, familialistes qui sont là pour il faut qu'on fasse des enfants. Et ce qu'explique Sylvie Chaperon, c'est que on a tendance à dire voilà le baby boom parce que les hommes reviennent, il y a une grande natalité. Les femmes sont contentes de faire des enfants. Voilà. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que avec la guerre, toutes les connaissances, tous les savoirs un peu qu'on qualifierait les savoirs de bonne femme de l'entre-deux-guerres qui se passaient, ont été perdus pendant la guerre. Et en fait, quand on voit le baby boom, c'est pas un signe hyper joyeux de voilà, on va pouvoir faire des enfants, c'est qu'on sait plus comment ne pas en faire. C'est ça, c'est qu'on a une perte des connaissances contraceptives. Voilà. Malthusienne, enfin. Et malthusienne, voilà, où tout ce qui était les lavements pour après l'acte ou même les techniques de retrait. La seule technique qui est autorisée à l'époque, c'est la méthode Ogino. Et la méthode Ogino, donc elle est autorisée par l'Église. Il faut compter ces cycles et en fonction des cycles que tu as comptés, tu sais les périodes où tu vas être en ovulation ou non. Et donc tu vas essayer de ne pas tomber dedans. Quoi. Exactement. Sauf que, mais enfin, ça cycle, c'est très régulier. Voilà. Donc, et puis ça suppose d'avoir... c'est un dada de le dire, mais c'est pas un dada marrant. Globalement, moi, je crois vraiment que la contraception... que la légalisation de la contraception, donc pilule avortement, quoi, a permis de maîtriser quand même plus, de gagner en autonomie sur les conséquences des coïts, mais pas la maîtrise des coïts. Ah non, ça non, complètement. Ah. Complètement, parce que t'as pas encore de réflexion... Ah non, d'où le fait que quand Beauvoir elle publie son essai, c'est vraiment de la pure théorie, c'est voilà, il y a le physiologique, c'est comme ça, il n'y a même pas de... si on va l'engueuler parce qu'elle elle fait une demande de légalisation de l'avortement en disant bon bah c'est un problème sanitaire, au bout d'un moment il faut le régler, mais t'as pas une demande de libération de la sexualité des femmes, elle fait un état de l'art. Et puis elle, finalement, elle se débrouille dans sa vie privée, et oui, là, c'est il y ça. a plein de choses qui sont très discutables et discutées, mais, voilà, et qui finalement mettent énormément de temps à trouver une politisation, non pas que son texte ne soit pas politique, mais il ne s'inscrit pas dans des collectifs, et collectifs qui n'existaient pas à ce moment-là. Voilà, les deux grands mouvements de l'époque, c'est donc l'Union des femmes françaises, qui est un mouvement communiste, et l'Union... communiste, ça ne veut pas dire progressiste pour les mœurs. Enfin, ah non, c'est... ça reste très familialiste, hein, le PCF, mais encore aujourd'hui, quand tu regardes de près. Oui. Mais, en fait, ça s'aligne sur la politique de Moscou. Et comme Moscou, à la fin des années 30, je crois, avait à nouveau dit « l'avortement, c'est vraiment pas bien », bon, l'avortement, c'est pas bien et on va pondre des gosses. Et je crois que c'est l'Union des femmes civiques et sociales, qui est l'autre grande association catholique, et main dans la main, ils peuvent avoir des divergences, mais la finalité, c'est « avant d'être des femmes, nous sommes des mères », et à partir de là, on va mener des grandes politiques du style, ce qui s'appelle le salaire unique. C'est-à-dire que si la femme reste au foyer, elle touche un salaire. Et ça pourrait être intéressant à discuter, à mettre en perspective avec Delphi pour le travail et Federici. bénévole.
Comment ? Et Federici qui demande un Oui. salaire ménager. Donc ça, c'est vraiment une chose qui n'amène pas de réponse unanime chez les féministes, non, mais complètement. du tout. Sur faut-il ou non rémunérer ce salaire, enfin ce travail domestique, ce travail de reproduction, qui peut être corporel, qui est aussi en fait tout le temps, qui n'est pas qu'une question corporelle. Voilà. Et moi, honnêtement, je trouve que c'est quand même compliqué de trancher. Et puis en fait, tu peux trancher qu'en fonction des circonstances. Bah, c'est ça. En vrai, l'idée, c'est quand même de changer les circonstances, mais qu'est-ce que tu fais en attendant d'avoir réussi à changer les circonstances? Bon. C'est ça. Et disons que là, la finalité, c'est surtout faire en sorte que chaque femme puisse avoir un mari, des enfants, et à partir de là, être lesbienne, ça se fait pas. On va tenter d'effacer toutes les représentations possibles, ou du moins, et c'est ce qu'on voit dans la littérature, que si elles apparaissent, ce n'est pas un vécu dans lequel on puisse se projeter. Parce que ça va être absolument dramatique, difficile. Donc là, en fait, tu dis, des lesbiennes, il y en avait, donc finalement, elles écrivaient. Oui. Mais alors, elles écrivaient quoi si elles ne pouvaient pas? Et elles écrivent, elles vont en fait passer par le biais de la fictionnalisation. Et on voit en fait, parce que si la période commence en 1943, c'est avec l'invité de Simone de Beauvoir, où elle va raconter le trouble Ménage à trois qu'elle forme avec Jean-Paul Sartre et Olga Kozakiewicz. T'as pas très bien vécu tout ça, je crois d'ailleurs. C'est pas Olga Kozakiewicz, elle a bien vécu ça. Ah oui, c'est ça. Elles sont toujours restées ensemble. Celle qui l'a mal vécu. Quand je fais bien de te poser la question, parce que c'est pas très clair. Non, les deux étudiantes, sachant que je crois que les étudiantes avaient 17 ans, Beauvoir est sortie avec elles après qu'elle ait été leur prof. Donc t'as quand même un détournement de mineur, mais Beauvoir avait... Et un abus d'autorité. Et un abus... Oui. Je l'incluais dans le détournement de mineur. C'est pas forcément la même chose. D'accord. Ça peut être... Là, c'est aussi une question de hiérarchie. Ok, tu vois, donc effectivement, tu as les parce que le fait que ce soit ta prof, ça change vraiment des choses. Oui, complètement. Et avec un contexte scolaire, il est considéré comme une circonstance aggravante. Que si ça arrive carrément géographiquement dans un établissement scolaire ou en rapport, c'est aggravant en tout cas en droit français. D'accord. Et Beauvoir à ce moment-là, donc elle est en 1908, ça se déroule dans les années 40, donc elle a aux alentours de la trentaine, elle a aux alentours de la trentaine, et celle qui l'a vraiment mal vécue, c'est Bianca Lamblin, qui a publié dans les années 1990 Mémoire d'une jeune fille dérangée. Ouais, qui est une réponse directe, évidemment, au Mémoire d'une jeune fille rangée de Beauvoir. Exactement. Et donc dans l'invité, il y a ce trouble avec Olga, Jean-Paul et Beauvoir, et elle va non pas... C'est la seule qui n'a pas de prénom. Je tente de reproduire parce qu'à chaque fois c'est... non mais c'est bien, j'adore. Les autrices, il faut pas les nommer par leur prénom et tout pour... elle va utiliser justement la fiction pour pouvoir raconter cette histoire, parce que au final, tout ce qu'elle raconte dedans, c'était leur quotidien, avec la philosophie existentialiste en fond. Et la différence qu'on voit entre la réalité et la fiction, notamment, c'est que le personnage de Françoise, qui est donc Beauvoir, tue Xavier. Et a priori, Olga Kozakiewicz est morte plus tard. Mais... C'est que ça doit être tellement bizarre. Voilà, je suis vraiment en parole profane, mais de lire un bouquin où tu sais que c'est ton histoire, mais où on te tue à la fin, quoi. Bon, voilà, c'est dit en passant, mais... Oui, mais en plus, il y a... Je sais plus quand est-ce j'imagine que ça a été discuté, j'espère que ça a été discuté un peu en groupe ou quoi, mais bon, c'est pas si sûr. Non, puis en plus, il y a un lien avec Huis clos. Parce que dans Huis clos, justement, l'une des trois personnes est une lesbienne et dit que, grosso modo, elle a tué l'amant de sa meuf. Et donc, il y a un parallèle à faire entre les deux. Mais... et pas mal d'autrices, en fait, vont utiliser ce biais de la fictionnalisation pour toujours dire « mais ce n'est pas moi ». Et en fait, ça, elles le font parce qu'elles sont obligées de passer par des systèmes de validation du monde éditorial qui sont dans les mains d'hommes. Tu peux pas publier sur ton blog dans les années 40-50. Elles le faisaient très peu, en fait. Aucune n'avait une adresse caramel, donc ça c'était problématique. Et elles n'étaient pas beaucoup non plus sur Twitter. Non, même MySpace s'y refusait, donc voilà. Et c'était vraiment pénible. Abominable. Elles s'envoyaient tout au max. Je serais curieux de savoir si elles avaient des espèces de newsletters qu'elles s'envoyaient par pneus.
Bah, j'aime c'est pas les revues tellement, qui font ça. mais oui. C'est le rôle des revues en fait, pour de Oui, vrai. oui. Alors Salon et revues, mais et c'est le rôle de la Gazette littéraire dès le début. Bah oui. C'est une newsletter. Hein. Tu sais, en plus, dans les journaux du 19e, t'as vraiment des espèces de récaps, en bref, des brefs, t'as encore ça dans le canard. Et c'est des reliquats, ça. Et donc, voilà, C'est pour tout. les newsletters de l'époque. Et donc, il va y avoir cette fictionnalisation pour dire, au pire, c'est pas vraiment moi, c'est mon héroïne, même si t'en as beaucoup qui s'en cachent pas. C'est le cas de Béatrice Beck, qui publie donc Barney, il me semble que c'est 48, et Une mort irrégulière dans les deux. Barney, elle va expliquer qu'il y a une attirance pour une camarade qui lui dit voilà, je t'aime plus que mes parents, je t'aime plus que mes frères et sœurs, je t'aime plus que Dieu. Ce à quoi Bernie est pas très réceptive. Et en fait, c'est quand elle dit bah désolé Barney, je prends le voile et je vais au couvent, où Barney réalise je crois que j'aimais Marie-Dominique plus que tout. C'est bien de s'en Donc rendre compte une c'est fois dans le qu'elle. bouquin de Béatrice Beck. Voilà. Donc c'est en fait un amour qui reste chaste. C'est ça. Ok. De toute façon, Beck, souvent elle parle de lesbianisme, sauf qu'elle a une telle lesbophobie que, en fait, elle dit elle-même que ça la dégoûte. Et pourtant, elle a fait dans les années 70 un livre qui s'appelle Noli, où elle Donc no lit. Mon No lit, lit. ton lit, son lit. Noli, non. non, Ah non, Noli N-O-L-I. Metangere quoi. Exactement. Et je connaissais pas la formule latine. Est-ce que tu peux la retraduire c'est- Noli Metangere, donc Ne me touche pas. ne je me crois touche pas, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est C'est quelque chose comme exactement ça. l'équivalent de la réplique de Camille dans Badin Palamo. Je n'aime pas les attouchements. C'est très très 19e. Hein. Ouais. Beck a cette. Mais moi je vais te sortir tous les culture-là. degrés de frigidité. Hein. Mais c'est très bien. Parce que comme elle a été la dernière ok, secrétaire de c'était Gide, ça. elle a été très influencée Ah, ben par là. Gide. Donc voilà, le 19e Ok. présent. Ah, mais c'est marrant, tu vois, comment Noli en l'entendant, moi j'ai entendu Noli. Et elle aimerait beaucoup parce qu'elle travaille les. Elle prend des expressions qu'elle va décortiquer de manière littérale pour ensuite jouer avec. Ok. J'adore Beck. Actuellement, je suis plongé Et dedans. donc c'est pour ça. elle les concrétise finalement. Est-ce que tu as un exemple là, qui te vient en tête d'une expression comme ça qu'on le sente? Qu'elle retravaille comme ça, mais ça. Et là, c'est le vide. Ah mais après c'est pas dit, c'est pas... Mais. Oublie les 60 millions de téléspectateurs qui vous regardent. C'est pas ta pression hein. Écoute, si à un moment il y a un éclair comme Non, ça, mais je vais pas, phaser tu- et je vais revenir dessus. Mais par exemple, en fait, le problème de Beck au niveau du lesbianisme, c'est que elle a un rapport à la sexualité qui est compliqué. Elle a du mal à s'imaginer comme un corps désirant. Et même par rapport avec les hommes, elle l'explique, et je crois que c'est dans Léon Morin-Prêtre, donc prix Goncourt 52, où elle dit j'aurais aimé être une femme de marin, que mon mec revienne une fois l'an, me C'est fasse pas un... qu'il soit pas là le reste du temps quoi. Enfin, C'est ça que voilà, ça veut mais dire. en fait, qu'il me fasse un enfant, qui reparte, parce que elle, la finalité de la sexualité, C'était c'est l'enfant. d'être mère. Et c'est sûr qu'en sexualité lesbienne des années 50, t'es pas beaucoup mère Voilà, comme ça. c'est ça. Et en fait, elle, à un moment, donc, elle dit à une femme qui la désire, mais est-ce que vous pouvez me faire un enfant? Non, alors vous ne me servez à rien. Et Violence. ouais, Et en même temps, c'est le thème de ces bouquins, quoi, globalement, le lesbianisme. ouais, ou un des thèmes, le- ou une Bah, c'est décoloration. oui, voilà, le lesbianisme, ça revient souvent, et tu sens en fait qu'elle aurait aimé en fait plus être pédéraste que être lesbienne. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est-à-dire que tu as un problème d'identification au fait d'être lesbienne. Beaucoup vont identifier qu'elles aiment une femme, mais elles vont pas trouver les mots dessus. Et... Elles vont s'imaginer homme pour pouvoir aimer cette femme. Ou Tu veux même, par exemple, t'as une scène dans un bar dans l'invité où tu as Xavier qui voit deux femmes qui s'aiment et elle fait ah c'est des pédérastes et tu as Françoise qui le corrige en disant non on dit des lesbiennes. Ou t'as ça aussi chez Irène Monesi et je ne vais plus me souvenir du nom de son livre alors qu'en plus c'est très bien où c'est une femme qui est mère, qui vit en couple avec un homme, et elle va tomber amoureuse de la professeure de danse de ses filles, et elle va dire ah oui, mais
C'est une forme d'homosexualité, mais jamais le mot lesbianisme ne va être posé. D'accord. Alors ça change quoi de dire pédéraste pour des femmes, Ça de montre, pas en dire fait, lesbianisme, etc. ça montre justement l'invisibilisation. C'est-à-dire que les hommes, on sait que ça existe. La pédérastie, c'est plutôt... c'est assez connu parce que Gide, quand même, je crois qu'il est prix Nobel dans les années 50, si je dis pas de bêtises, années 40, années 50. Donc c'est connu, t'as Proust aussi qui est hyper connu, donc c'est très démocratisé. Mais Démocratisé, je dirais peut-être pas. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je sais pas si c'était connu à ce point-là. Mais c'est vrai que après, c'était peut-être connu aussi par des mots comme bourg ou des choses comme ça, mais pas forcément par le prisme littéraire. Oui. Et après, il a quand même fait un tome qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Ça aide à voir. Oui, mais ça aurait pu... Tu vois, est-ce que... Pourquoi pas dire gomoréen, gomoréenne, gomoréenne, façon Proust, tu vois? Oui. Mais en fait, t'as un gros problème ça va circuler, quoi. Non, alors que le mot lesbienne est dans le Larousse illustré à partir de 1907, il existe avant puisque Barney l'utilise dès les années 1900, mais en fait, le terme lesbienne existe, sauf qu'il a vraiment une connotation pornographique. Et donc à ce moment-là, les concernés ne s'en servent pas, et l'autre terme qui est très connu, ça va être le terme de gousse, ou le terme de goudou, sauf que comme c'est des insultes, il n'y a pas toute la réflexion de politisation de l'insulte et tout, donc elles n'utilisent pas le terme. Ça va être, elles en sont, elles font partie du milieu, elles sont comme ça, mais c'est toujours des périphrases, qui d'ailleurs se retrouvent encore pas mal aujourd'hui. Oui, c'est des cousines. Oui, c'est ça. c'est plutôt quand tu le dis de façon ironique, mais en être, alors c'est toute l'histoire de la recherche du temps perdu de Proust, quoi. C'est ça. Mais t'en as très peu qui vont utiliser le terme. Mais de même, par exemple, ça c'est intéressant de le signaler. Ça montre bien aussi que Proust n'est pas si démocratisé que ça, ou qu'il est en cours de démocratisation, parce que c'est tellement plein de lesbiennes. Oui, Albertine. Mais c'est des lesbiennes qui sont torturées. Et ça, je le sais, pas, non pas parce que j'ai lu la recherche, mais parce que Florence Tamagne, heureusement, l'a lu pour nous. Et où elle explique en fait que Albertine n'attend juste qu'un homme pour la sauver, et que en fait, les fois où elle cède à son désir, elle est complètement torturée et névrosée ensuite, donc c'est pas vraiment une représentation positive des lesbiennes. C'est ça, mais même Colette, lorsqu'elle parle dans Le pur et l'impur de Mathilde de Morny, dite Missy, c'est une représentation complètement sinistre. Alors, je veux bien croire que Missy était dépressive parce que voilà, on ne sait pas trop d'ailleurs au niveau du genre dans son château. On peut quand même aussi dire que c'est extrêmement dur complètement. De vivre. Je ne parle pas d'aimer, mais de vivre dans des sociétés qui sont... Enfin, je ne vais pas dire qu'ils sont là pour nous opprimer, parce qu'il n'y a pas une téléologie ou un but derrière ça, mais qui sont extrêmement oppressives. Enfin, je veux dire, c'est pas très bon pour la santé mentale. Non. On a testé, on n'a pas validé. On essaie de tester autre chose. Donc là, voilà, on connaît un moment où il y a des femmes qui s'aiment, qui écrivent, ou qui savent qu'elles peuvent aimer, parfois ne pas être aimées en retour, etc. Enfin, c'est pas parce que... on va pas dire que genre dans les amours réels seraient toutes magnifiques et belles, et en littérature ce serait horrible, c'est pas non plus ce qui se passe. C'est ce qu'on vient de dire avec la société pas évidente évidemment à vivre, c'est un euphémisme. Mais donc voilà, donc elles écrivent, et dans ces représentations, tu dis donc elles passent par le biais de la fiction, et en même temps dans les récits, les lesbiennes sont déjà depuis Proust, mais sont encore peut-être plus extrêmement dévalorisées, ou surtout montrées dans des destins finalement assez tragiques. Complètement. Et ça, il y a eu un premier jet de mon chapitre, où grosso modo c'était, comme le chantait Rita Mitsuko, les histoires d'amour finissent forcément mal. Et heureusement, en général. Et tu as Camille et Aurore qui ont lu mon chapitre et qui ont dit il faut trouver un autre angle, ça peut pas être aussi sinistre. Et effectivement, grâce justement, et c'était l'avantage de travailler de manière collaborative, je me suis dit, effectivement, il y a forcément autre chose que ce destin tragique, parce que la fin est toujours tragique. Ça, on va pas se mentir là-dessus. Dans les romans, fin tragique, séparation, retour à l'hétérosexualité, mort subite. Retour à l'hétérosexualité, mort, suicide, internement peut-être. Il n'y a pas d'internement, j'étais en train de réfléchir. Non, dans l'estance de Sophie, l'estance A, je crois que c'est l'estance A Sophie. Est-ce que c'est les chansons paillardes qui est abominable?
Je connaissais pas. Ah, ben je te la ferai écouter. Je suis à 2 doigts de la chanter là debout sur la table, mais on va se retenir. Mais c'est. Ça sera pour la vidéo bonus. Ah, j'ai fait une vidéo sur les stances à Sophie, c'est un roman que j'aime énormément. Mais oui, parce qu'il Ah, il est chouette, mais il est une violence. Ouais, bah oui, il est dans cette période-là pour le coup. Oui, il est publié en 1962, si je me souviens bien. Tiens, c'est vraiment tôt, hein. Parce que, bon, pour rappel, parce que alors, moi, c'était sur une période que je connais en fait très mal en littérature. Et alors, avec cet texte-là, vraiment très peu, mais quand même, les stances à Sophie, je peux en parler un peu plus, alors j'en profite. Tu pourras mettre le lien vers ta vidéo. Ben, c'est pas mal, je mettrai le lien vers celle de Camille. Ça sera encore mieux, mais dans les stances à Sophie, en fait, elle s'appelle pas du tout Sophie, je sais plus comment elle s'appelle, mais l'héroïne principale, qui est aussi la narratrice, en fait, raconte une vie, hétéro, mais qui se dit pas hétéro, qui est une vie plutôt donc maritale, donc c'est une nana qui était plutôt bohème, et qui se range vraiment de manière assez bourgeoise, avec un type. Et en fait, à un moment, de façon quand même assez impromptue dans le récit, tu comprends, elle a une grande amie, puis qu'à un moment, il y en a une qui sort de la douche, l'autre se met à poil et c'est parti, quoi. Oui. Et c'est son grand amour. Et sauf que, on va spoiler, mais ça finit mal. Voilà, on va pas spoiler complètement. Et c'est un très très bon moment. Des hommes, en fait. Ça donne vraiment une haine assez terrible. Mais en fait, c'est que 2 pages, en fait, ce truc, mais ça éclaire tout le roman. Non, c'est un peu plus. Il me semble que c'est un peu plus cette relation. La fin de la relation, c'est vraiment brutale. C'est la fin de la relation qui est si abrupte. Alors, parce que la relation amicale est longue, mais le moment où elle s'explicite comme lesbienne me semble assez court, tu vois. Plus court, mais en même temps, en fait, quand tu relis les stances à Sophie, ça éclaire tout aussi. De l'ennui, etc. Et ça te dit pas, et ça je pense que c'est peut-être aussi un truc d'époque, mais là moi je sais pas comment voir les choses. Est-ce que c'était, parce que moi des fois je me dis, mais est-ce que c'était pourquoi on a du mal à le trouver des traces de lesbianisme passé? Est-ce que c'est parce que ça ne se disait pas, ou que ça se disait de façon qu'on ne comprenait pas, ou parce qu'on ne séparait pas forcément un lesbianisme qui aurait été celui d'une vie entière et d'un choix notamment de célibat, puisqu'il n'y avait pas de mariage pour toutes, mais que par contre les caresses de pensionnaires ça passait, mais c'était une phase, quoi, tu vois. Parce que moi je pense qu'il y avait de ça aussi, ce genre de trucs. Oui, c'est des petites vicieuses, mais parce que c'est l'adolescence, quoi, tu vois. C'est ça, mais il y a le truc, enfin, il y a tout ce topos de... Enfin, topos ou trope? Trope, je crois. Alors, trope, c'est la figure de style, le topos, c'est le lieu commun. Topos, du coup. Quel avantage d'avoir une théoricienne littéraire absolument calée, contrairement à moi. Topa, il est plus rien. Oui, ça j'avais retenu. Effectivement, l'amour en pensionnat, c'est quelque chose d'extrêmement couru, depuis les Claudine jusqu'à Thérèse et Isabelle. Enfin, c'est quelque chose d'assez commun, mais c'est du coup un peu dans la continuité de l'éducation sexuelle féminine. Et ensuite, elles retourneront une fois qu'elles découvriront la vraie sexualité. Donc, si elles se sont effleurées, quand elles étaient dans des lieux de non-mixité féminine, comme en plus dans les représentations pornographiques, le couvent est vu comme un lieu de sexe entre femmes, parce que faute de mieux, et que de toute façon c'est toutes des vicieuses, donc c'est logique qu'elles fassent des trucs entre elles. Puis c'est un lieu clos, en mixité. Et donc il y a ce fantasme, mais c'est un fantasme que tu vois toujours actuellement, quand les mecs ils te disent oh là là, ça doit être chaud les vestiaires féminins de sport, genre tu changes tes fringues et puis t'es parti, enfin. C'est pas toujours la naissance des pieuvres, hein, donc. C'est pas toujours un truc, non. Mais. Vous pouvez répéter la question? Non, mais tu vois, c'était donc en fait, c'est-à-dire que définir lesbienne, on en avait déjà parlé avec Camille, c'est extrêmement compliqué, mais là en fait. Parce qu'il y a aussi, est-ce que c'est une relation lesbienne? Est-ce que c'est une vie lesbienne? Est-ce que c'est se déclarer lesbienne? Parce que par exemple, le mot lesbienne, il apparaît pas dans le roman de Christiane Rochefort. Non. Et tout ça, c'est des questions qui sont extrêmement complexes dans votre livre, et pour lesquelles les différents éclairages étaient, moi je crois, vraiment nécessaires et sont très précieux. Pour la période, en fait, elles vont surtout se dire, je l'aime elle. Et finalement, c'est un amour au-delà du genre. C'est ça. C'est un amour au-delà du genre, et t'en as même, donc ça c'est dans Le chemin des écolières de Juliette Casal, où donc l'héroïne qui s'appelle Muriel est amoureuse de Thérèse, et elle dit... Elle s'appelle toute Thérèse. Non mais oui. Au bout d'un moment c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Et... Pardon. Non mais je pense qu'un jour il y aura toute une génération de littérature lesbienne où ce sera toutes des Gwendoline ou toutes, je sais pas moi... Et, Gwendoline, oui, c'est sûr, avec tous les jeux de mots que tu peux faire, je suis désolée. Enfin, je pense on va l'expliciter pour tout le monde, je pensais juste à Gwendoline, et puis voilà. Oh, c'est vrai.
Ah, tu l'avais pas en tête? Ah, moi aussi. Mais en fait, pour moi, c'était vraiment le prénom des années 90. Mais, Désolée. mais c'est vrai, non mais ça marche tellement bien. Et tout ça pour dire... Ça, c'est mon esprit tordu qui trouve toujours un jeu de mots nul. Donc... Même, elles vont dire textuellement « j'aime machine, mais je ne suis pas lesbienne ». Donc le mot peut apparaître, mais pour avoir une négation, alors C'est que ça. la pratique contredit, mais la pratique est ramenée à une exception. Non, c'est même pas que même c'est une exception. C'est une exception pour la personne et c'est juste un bol que... J'aime les femmes, mais je ne vais pas poser de mots dessus. Mais ce qui rejoint en fait aussi ce qui se faisait dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire, par exemple, Adrienne Monnier et Sylvia Beach, tout le monde savait qu'elles étaient ensemble. Est-ce que tu peux rappeler qui c'est? Donc, bien sûr, Adrienne Monnier... Bah, c'est pas des voisines non plus, quoi. Bien sûr. Non, et heureusement que tu le fais. Donc, Adrienne Monnier, elle a tenu une librairie qui s'appelait La Maison des Amis des Livres, qui était un très grand salon littéraire où il y avait Aragon, Paul Éluard, Breton. Et c'est un lieu qui a marqué vraiment la génération d'auteurs nés aux alentours de 1900, puisque à la fois on pouvait acheter des livres et on pouvait les louer, ce qui était très bien pour... Ah, c'était encore de la location de livres? Il y avait les deux, en fait. Ah, c'est génial. Et une bibliothèque privée, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, Ça, tous ceux qui n'avaient pas de plus, thunes pouvaient y aller et pouvaient c'est lire. le cabinet de lecture du 19e, quoi. C'est ça. Et elle faisait aussi... Je savais pas que ça faisait ça aussi. Il y avait une idée de faire un réseau de solidarité et tu avais un moment, c'était avec... en Amérique du Sud, je crois que c'est l'Argentine, mais je ne suis pas sûr à 200%, où elle avait fait des colis et autres pour aider les auteurs qui étaient en difficulté. Et Sylvia Beach, elle est connue puisque elle a fondé la bibliothèque Shakespeare and Company. La librairie. J'ai dit quoi? La bibliothèque. La librairie, ouais. Oui. Et ça, c'est un anglicisme absolu, ça tombe bien pour Shakespeare. On va dire que c'est ça. Et effectivement, la librairie qui existe actuellement, ce n'est pas celle d'origine, mais c'est un fémage à Beach, grâce à qui, ou à cause de qui, ça dépend comment on se place. Elle faisait salon littéraire, mais avec les auteurs états-uniens et britanniques, et notamment Joyce. Et c'est grâce à Sylvia Beach, ou comment? Excusez du peu. C'est Beach qui a qui a accepté d'éditer Ulysse de Joyce, qu'il retapait en permanence et tout. Il y a, je crois que il y a 6 dactylographes qui ont été nécessaires, dont une qui a tenté de se défenestrer. Enfin, vraiment... Et où est les Beckett? J'allais dans lequel? Est-ce qu'il fréquentait... C'était juste là-bas, c'est ce qui était... Non, alors tu sais que Beckett a failli épouser la fille d'Ulysse. La fille de Joyce. Ah, je savais pas. Donc c'est pour ça que c'est une vraie question en fait. Mais bon, c'est pour la blague, je suis sûre que quelqu'un va répondre. Beckett pour ça. Et voilà. Et donc ça s'est pas fait. Et je crois que c'était pas un mariage qui semblait très heureux, enfin qui s'annonçait comme ça, et que ça a amené une rupture avec Joyce. Ah, yeah. Bah en même temps, je veux dire, t'essaies de marier ta fille, on n'en veut pas. Ah bah c'est... Oui. Est-ce que la fille en voulait? Eh bien, je crois me souvenir qu'elle était handicapée mentale. Mais c'est peut-être gênant. très lointain et peut-être un très très mauvais souvenir. Donc je mets tout ça avec énormément de précautions. Mais il me semble avoir entendu cette histoire. Mais alors quand je faisais encore mon master à Bordeaux, ça fait plus de 10 ans. Ah, yeah. Mais si la période vous intéresse avec Monnier et Beach, il y a un très bon livre qui s'appelle Passage de l'Odéon, fait par Laure Murat. Et elle-même donc vivait avec chacune leur librairie, vivaient ensemble, tout le monde savait que c'était un couple. Les librairies étaient en face d'ailleurs. Oui, elles étaient au niveau de l'Odéon, d'où le livre qui s'appelle Passage de l'Odéon. Et du coup, tu avais à la fois Passage Pardon. Vraiment Jean-Michel jeu de mots, présent ce soir. Jean-Michel Lacan, oui. Je pensais plus à animer des bar mitzvahs, des enterrements, des mariages, des choses comme ça. Mais... Ah, écoute, là, bon, passons. Un séminaire de psychanalyse entre deux. Passons dans le passage. Non, mais... Donc, elles étaient, ensemble, c'était notoire. Voilà. Et en même temps, c'est pas dit au-delà des cercles de notoriété, quoi. Non, mais en même temps, t'avais des jeunes goudous qui venaient les voir, et notamment Violette Leduc. Adrienne Monnier a conservé une lettre d'elle, où lorsque Leduc travaillait chez Plon, elle fait, voilà, chez Adrienne Monnier, je vous envoie le catalogue et tout. Et Leduc faisant du Leduc, elle termine la lettre en disant
voilà, je suis un peu malheureuse dans ma vie en ce moment. Enfin, tout va bien, mais la seule chose qui manque, c'est une amie avec qui discuter. Et t'es Et elle là, faisait ça en tant que secrétaire chez t'es là. toi. C'est pas vraiment le lieu, enfin, t'es en train de lui dire, voilà le catalogue plomb, est-ce qu'on peut se capter pour un date? Et dans La folie en tête, qui est le deuxième tome des mémoires de Violette Leduc paru en 1970, elle fait un portrait d'Adrienne Monnier. Et donc Ok. elle explique qu'elle allait à cette librairie et que elle voyait Adrienne Monnier discuter dans l'arrière-boutique avec des femmes. Et donc c'était pas histoire de les pécho, mais c'était vraiment quand ça allait pas. Bah, c'est aussi un lieu de refuge, Ouais. quoi. C'est ça, Et en plus, comme c'est une librairie, c'est un lieu ouvert, contrairement à un salon. c'est ça. Et du coup, c'est vrai que tu avais ces deux entités qui existaient, à la fois donc le passage de l'Odéon, qui était, on va dire, un peu plus à gauche, un peu plus ouvert à la bohème, et le temple de l'amitié de Nathalie Clifford Barnet, donc, qui était une poétesse richissime états-unienne, qui habitait en France, du coup à Paris, rue Jacob, et qui tenait un salon dans lequel passaient Colette, André Gide, Juna Barnes, Mireille Havé, enfin tout le gratin lesbien de l'époque, puisque c'était un lieu qui Et littéraire. est littéraire. Parce qu'André Gide n'est pas très lesbien. Non, non, non. Un peu trop de misogynie chez Gide pour parler de lesbianisme. Écoute, s'il y avait seulement la misogynie, ça serait bien, mais voilà, pédocriminalité en plus. Voilà, même selon les critères de l'époque. Et, et on voit un peu des lettres entre Monnier, où tu as un moment Nathalie Clifford Barnet qui dit oui, est-ce que vous voulez bien participer à notre association, l'amicale de Paul Valéry? Et Monnier qui dit je crois que nos amis sont trop pauvres pour participer à cette amicale. Donc voilà. Mais Donc, toi, sur ta c'est- période, voilà. 43-68, donc il n'y a T'as pas de cette- lesbiennes. Enfin, Mm. pas officiellement de lesbiennes. En tout cas, personne va se revendiquer Mhm. très ouvertement comme telle. Et tu as cette continuité de ça. Il y a quand On même sait, des choses mais on d'avant. n'en parle voilà. pas. On sait, on n'en parle pas. Est-ce qu'il y a Mhm. quand même. Et donc, quand on en parle, il faut qu'à la fin, ça finisse mal pour. Oui. Ah, mais pourquoi? Mais parce que C'est justement. parce qu'elles se détestaient, ces femmes, ou il y avait Mhm. d'autres raisons? Quelles sont les autres raisons? Quelles sont les autres raisons? Il y a le fait qu'on ne. À nouveau, il ne faut pas donner une bonne image de l'homosexualité, ni du D'accord. lesbianisme. Donc, ça, c'est vraiment interdit Donc ça, par c'est les interdit. conditions de censure, en fait. Et c'est ça. En fait, il y a en 1949 la loi du 16 juillet 1949 qui est votée, qui est la loi à destination des publications pour la jeunesse et l'adolescence. Pourquoi cette loi est votée? Avec la Libération arrive un déferlement de comics états-uniens en France et Mais c'est pas très gay, les comics. Non. Et là arrive autre chose. C'est encore ces foutues ligues de morale et de bienséance. Ah Qui disent mon Dieu, mais Tarzan, ça va rendre violents nos enfants, il faut protéger les enfants. Exactement ce qui s'est passé avec les mangas et le Club Dorothée dans le viseur de Ségolène Royal. Hein, Exactement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que. finalement. Avec tout le racisme sous-jacent derrière aussi, tu vois. Sur, J'avais pas suivi pour Sego. Ségolène Royal, elle a carrément écrit un bouquin contre les mangas, les fameuses Mhm. japonaiseries, tu vois, en plus comme c'est raciste comme terme, et qui visait le Club Dorothée, Dragon Oui. Ball Z et ce genre de trucs. Parce que Ségolène Royal a toujours été réac en fait. Oui. Mais avec en plus cette idée d'un péril jaune, je dis ça évidemment en ayant conscience du racisme de l'expression et pour en souligner le racisme. Oui, oui. Enfin, celui de Ségolène Royal. Donc c'est. Mhm. Enfin, le racisme voilà, sous-jacent, pas forcément explicité, et avec on va abrutir la jeunesse, etc. Mais ce qui lui a donné en fait une présence médiatique. Oui. Donc ça a été pas mal étudié. Alors ici, on en avait parlé, et ça a été remédiatisé après par d'autres gens sur YouTube, donc vous allez trouver ça très bien. Mhm. Et ça doit se trouver notamment chez le Bolchevique. Ah, j'ai jeté un coup d'œil. Et donc, tu as cette loi qui est votée, qui donc ne doit concerner que les publications destinées aux jeunes, donc voilà, Parce qu'on publications entame les jeunesse. lectures de la jeunesse. c'est ça. Sur ça, je vous renvoie à la vidéo de ma copine Book and Chill qui explique pourquoi, donc on vous rappelle qui est sociologue, mais pourquoi, en fait, ça n'a pas vraiment de sens d'interdire des lectures à la jeunesse. J'essaierai de la mettre quelque part. Et sauf qu'ils vont faire passer un article dans cette loi qui dit en fait ce n'est pas les publications à destination de ce public-là, mais celles qui pourraient tomber entre les mains de mineurs.
Ce qui fait beaucoup de choses. Ce qui fait que tu es mineur à l'époque jusque 21 ans. Bah, c'est tard. Et à partir de là, bah, en fait, ça englobe toutes les publications. Donc ça, c'est encore un reliquat de ça qu'on a sur le fait que les revues porno dans les kiosques, elles doivent être en hauteur et pas en bas pour pas être sous les yeux des enfants. Mais cette loi, elle existe toujours. Okay. Elle a été modifiée et tout depuis. Mais donc tu as cette loi qui est votée. Et le fait est que les éditeurs ne savent pas comment elle fonctionne. Parce que c'est pas comme si tu avais une liste. Ouais, et ça tu peux pas. C'est ça. Et en fait, Florence Tamagne m'avait dit, mais est-ce que vous avez, dans les archives de la commission, un document qui stipule tel critère est interdit, tel... Ils ne veulent pas, parce que si tu mets des critères, ça veut dire que tu peux plus être arbitraire. Oui, mais par exemple... Ce qu'ils veulent, c'est le coup par coup. C'est exactement ce qui se passe avec la commission de l'index au Vatican. Tu as des auteurs qui sont interdits, enfin, bien l'index de façon... choisi, autoriale, enfin, d'un bloc. Au 19e siècle, Renan est le seul dont tous les bouquins sont épluchés. Ouais. Et pour une raison simple, parce qu'en fait, c'est un ancien séminariste. Donc il connaît il aurait dû être prêtre, il connaît parfaitement tout. Et donc lui, il est vraiment dangereux, donc ils doivent préparer les arguments et les envoyer. C'est une hiérarchie, un Vatican, donc les envoyer parce que les fidèles vont arriver et poser des questions. Oui. Donc ils n'ont pas le droit, il faut leur rappeler qu'il ne faut pas poser de questions, mais il faut quand même savoir quoi dire. Et il y en a à qui tu peux pas dire ça. Quand une duchesse te pose des questions, il y a un moment, il faut savoir répondre, et c'est ton boulot. C'est ça. Donc ils doivent former en interne. Mais voilà, mais le fait en fait de ne pas avoir de règlement précis, toutes les lois floues là qu'on nous pond pour la vidéosurveillance, machin, etc., tout ce qu'on voit là en termes de répression de l'ordre, etc., c'est parce que le pouvoir s'exerce vraiment quand il est arbitraire. Oui. Et qu'on peut pas donc. Et c'est Kafka, l'inverse de ça, c'est le château. C'est comment tu reçois un pouvoir qui semble arbitraire parce qu'il n'a pas de loi. Et c'est ça, et en fait, parce que Florence Tamagne me disait, mais par exemple pour le code ICE. Donc c'est aux États-Unis, qui était dans le cinéma hollywoodien des années 50. Qui interdit notamment de voir des poils, des toilettes. Voilà. Des choses comme ça, des scènes de sexe, un téton. Peut-être que tu vois des gens, des couples qui sont en pyjama dans des lits jumeaux séparés ou des trucs comme ça, et donc le flou hollywoodien final, et avec soin la nana qui commence à avoir les yeux qui partent en l'air et les ellipses, deviennent vraiment des codes parce que tu peux pas dire autrement. Donc ça c'est très dur. Mais par exemple, la commission, donc elle commence en 49. Et moi je n'ai pas trouvé de critères pour le code ICE. Ils existent ces critères précis? C'est ce qu'elle me disait apparemment. Ils existent vraiment parce qu'à un moment, antisexisme les cherchait, on les trouvait pas. Ouais. Donc tu vois, on a eu du mal à les trouver, notamment elle le chercher pour les questions de pilosité. Parce que donc, une des questions qu'elle se posait, c'était sur, par exemple, l'épilation des aisselles. On sait que ça vient des fabricants de rasoirs, Gillette qui a voulu étendre son marché, vraiment, c'est démontré. Donc on explique aux femmes que leur poil est télé, et donc il fallait qu'elles les enlèvent. Mais la question c'était aussi quel rapport avec le cinéma hollywoodien. Écoute. Donc peut-être qu'il y a des choses, mais voilà, non, mais c'est intéressant toujours de voir comment les questions se posent. Et donc tu as cette loi qui existe, tu n'as pas de critères, sachant que tu as un second truc qui pose problème, c'est que on est en 49 et que après la Seconde Guerre mondiale, tu as eu tous les procès d'éditeurs pour collaboration avec l'ennemi. Donc on a l'habitude quand même de réfléchir à qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on va arrêter de publier. C'est ça. Alors quand on dit procès d'éditeur, on va aussi dire que De Noël a été exécuté au coin d'une rue, quoi. Exactement. Le 2 décembre 1945, De Noël est exécuté et en fait il a eu un double procès, à la fois pour sa personne, Robert De Noël, pour lequel il a été relaxé, et le procès des éditions de Noël qui devait avoir lieu quelques jours après. Il a été assassiné malheureusement avant. Je sais pas si il a été assassiné avant. Oui. Et c'était pas un mec sympa De Noël, Non, qu'est-ce qu'on pense? En fait, c'est complexe parce que... Enfin, moi, je vois ça par le biais de Céline, quand même. C'est ça, en fait. Il faut savoir que De Noël, c'est l'éditeur de Céline, donc on peut dire une espèce d'horrible salaud. C'est souvent plus compliqué, mais... Oui, mais qui a aidé, par exemple, à planquer... comment elle s'appelle? Le premier accro coûte 200 francs, Elsa Triolet. Ouais. Il a aidé Elsa Triolet pendant la guerre, il l'a publié. Ça, tu vois, je savais pas. C'est ça, et donc t'as vraiment une complexité chez De Noël. Je pense que c'est pas un enfant de cœur, mais c'est pas non plus un salaud, et t'avais d'autres... En fait, ce que De Noël, il faisait craindre aux autres, c'est que il était là, je veux pas être le seul salaud à payer pour tout le monde. Ah, donc il aurait risqué de parler et de... Et c'est en fait avec sa maîtresse, qui aurait dû être sa future conjointe...
Jean Voilier, de son pseudonyme, qui est de son vrai nom Jeanne Loviton, éditrice elle-même, qui a publié des romans, qui était avocate. Ils avaient épluché ensemble tout ce qui va être, comment ça s'appelle, les catalogues qui recensaient toutes les publications, pour montrer justement que chaque maison d'édition avait aussi édité des salauds qui avaient collaboré et tout, et c'était ces listes-là qui devaient sortir lors du procès, et qui du coup n'ont jamais pu sortir. D'accord. Et qui, la légende dit que apparemment c'était dans les valises que de Noël transportait le jour où il a été assassiné, puisqu'il a été assassiné, donc un pneu a crevé, Jeanne Loviton est partie avoir un taxi dans un commissariat, et c'est au moment où elle est partie. Au commissariat, elle arrive, les gens lui disent, enfin elle entend qu'une voiture est dépêchée parce qu'il y a eu un coup de feu à tel endroit, et elle revient et de Noël a été assassinée. Ouais. Mais on n'en a jamais su, elle n'a jamais parlé elle-même. Et on ne sait pas qui c'est. On ne sait toujours pas qui a tué de Noël. Mais ça, c'est l'affaire qui rend fou. Tout ça pour dire que les procès ont eu lieu, et à défaut que de Noël paye, ça va être surtout Bernard Grasset. Bernard Grasset qui, lui, était vraiment proactif, enfin qui allait à la commandature, qui voulait être plus royaliste que le roi. Ce qui fait beaucoup de collaboration, donc. Ah oui, tout à fait. Mais il me fait de la peine quand même, Bernard Grasset, parce que c'est vraiment le mec qui montait à Paris en disant je vais faire de la concurrence à Gaston Gallimard, qui était le bourgeois, et au final qui s'est viandé tout du long. Parce que par exemple, quand il va y avoir les intellectuels qui vont être arrêtés, t'as des traitements un peu spéciaux, c'est-à-dire ils sont un peu enfermés dans des prisons, voilà, un peu comme Balkany, qui est l'équivalent d'une chambre du Crous lorsqu'il part en prison. Et en fait, non, Bernard Grasset, lui, il est vraiment traité, mais voilà, comme le dernier Pécor, il est mis dans un camp général, il n'a pas de traitement particulier. Et il va être... la maison est condamnée, elle est fermée pendant 1 an, lui, il pleure, il y a sa moustache qui blanchit, et ok, d'accord, c'était vraiment quelqu'un de pas bien, mais qui avait aussi des gros problèmes de dépression nerveuse, il faisait pas mal de séjours en clinique et tout. Et au final, c'est vraiment de Noël et lui qui ont payé, parce que Gallimard n'était pas non plus tout blanc. C'est-à-dire qu'il y avait la Nouvelle Revue Française qui était publiée par Drieux-La Rochelle, parce que quand les Allemands sont arrivés à Paris, ils ont dit il y a 3 puissances en France, les banques, les juifs et la NRF. Commençons par la NRF. Et le directeur de l'époque, Jean Paulhan, va être démis de ses fonctions. En fait, il avait 2 options, c'est soit vous collaborez avec les Allemands, soit on met un nouveau directeur. Et lui, il a dit on va mettre un nouveau directeur, sachant que Jean Paulhan était dans la Résistance. Et donc à la Libération, t'as tout le monde qui tombe sur le coin de la gueule de Gallimard en disant bon, t'avais quand même des petits accès à la commandature pour avoir du papier quand tout le monde était en dèche. T'as aussi ta NRF avec Drieux-La Rochelle, enfin tout est pas blanc. Et Gallimard pensait d'ailleurs qu'il allait passer à la trappe, puisque au moment de la Libération, il fait entrer dans le comité de l'entreprise 3 membres de sa famille. Donc vraiment, il pensait qu'il allait y passer. Donc pour le remplacer, quoi. Oui. Et ce qui va le sauver, c'est qu'il avait des auteurs résistants dans sa maison, Jean Paulhan, qui avait créé, cofondé le Comité national des écrivains, qui était l'assemblée des écrivains et écrivaines résistantes. Et il y avait Albert Camus, il y avait Aragon. Qui fondateur de combat. Voilà. Donc vraiment, il y avait toute une liste et une défense qui fait que ça se tenait. Il a dû sacrifier la Nouvelle Revue Française vraiment pour faire bonne figure. Et vraiment, voilà, il n'était pas serein, on va dire, au moment de la Libération. Donc quand il voit cette nouvelle loi, lui, il a déjà claqué des fesses de 45 à 48 le temps que le dossier soit complètement clos. Quand il y a cette nouvelle loi qui vient, il est là, je me tiens un carreau. Et puis parce qu'il y a des raisons, au moment donc de l'épuration qui a eu lieu dans d'autres pays aussi, hein, il y a toujours, parce que bon, voilà, toi tu as une approche un peu psychologique qui est vraiment pas la mienne, mais la mienne c'est plutôt, parce que moi je n'ai pas d'émotion vidable, la mienne c'est beaucoup plus de dire, bon, de toute façon d'un point de vue pragmatique, c'est le problème qu'il y a eu avec la dénazification en Allemagne. Il y en a eu par exemple en Autriche, etc. Tout ça, c'est une autre question. Mais en Allemagne, un des problèmes qu'il y a eu, c'est qu'il fallait reconstruire le pays. Et pour ça, c'est quand même très très compliqué de reconstruire un pays quand tu ne peux pas avoir de continuité. Oui. Et les continuités, elles se font à un niveau institutionnel et personnel, au niveau des têtes.
Et donc, en fait, tu fais souvent plus des dénazifications ou épurations, on va dire. Pour l'exemple, c'est exagéré, mais quand même, pour l'exemple. Et après, c'est passé par le Conseil national de la résistance, des choses comme ça. Parce que ça a amené énormément de choses et des renversements de pouvoir symbolique, de pouvoir réel, notamment économique, avec la flamboyance du PCF à la fin de la guerre, ce genre de choses, hein, mais à qui on doit encore la sécu, quoi. Mais voilà, c'est ça aussi, voilà, on peut aussi le voir de cette façon-là. Donc c'est pour ça que les ambivalences des éditeurs, voilà, à quel point on va garder ou pas. Et en fait, on le sait qu'on a besoin d'une vie intellectuelle, et que la vie intellectuelle, elle passe par aussi sa vie commerciale. Et c'est les éditeurs qui font ça, quoi. Oui. Après, je pense que ça permet aussi de complètement de compléter, de comprendre comment ça fonctionne. Et ça veut pas dire c'est bien, c'est pas bien, ça veut dire ça se passe comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Mais par exemple, en discutant... après, d'une manière générale, c'est pas génial d'exécuter les gens au coin des rues. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Ni même dans la rue. Mais c'était en discutant avec Théodore Laurent, qui lui travaille sur les retours des soldats dans les familles après 39-45, où il avait dit, mais par exemple, pour tout ce qui était la presse nationale, t'avais justement les journaux qui avaient fermé, mais parce que t'avais la résistance qui avait créé aussi un nouveau système de presse derrière. Oui, parce qu'en fait, il y en a qui sont juste passés en clandestinité, en vrai. Donc qui ont officiellement fermé, mais on les retrouvait, comme De Gaulle est passé en Angleterre, etc. Bon, je prends les exemples vraiment les plus clichés. Mais voilà, ça permet de comprendre comment il y a eu aussi ces systèmes de continuité. Et puis de toute façon, le CNR, quand on dit qu'on a donné le droit de vote aux femmes en 1944, c'est plutôt une demande du PCF. Mais de toute façon, tout le monde savait qu'il fallait que ça arrive maintenant, ça n'avait plus de sens. Mais c'est pas en 1944 qu'elles ont pu voter, évidemment, puisqu'en 1944, c'était pas du tout la fin de la guerre. Mais par contre, c'est parce que c'est une décision du Conseil national de la résistance à ce moment-là, parce qu'en fait, les gens de la résistance et l'assemblage de différentes positions politiques au sein de la résistance, ils préparaient la suite. Il suffisait pas de renverser le pouvoir, il fallait avoir un projet politique. Oui. Et c'est ça en fait qui se passe aussi à ce moment-là, mais en vrai, concrètement, les ministères ils se distribuaient avant. Voilà. Donc dans une période d'instabilité, non mais ça paraît très cynique, mais en vrai, s'ils n'avaient pas préparé, il se passait rien, quoi. Ah oui, mais c'est ça, mais c'est le gouvernement provisoire, les choses comme ça. C'est ce genre de choses comme ça. Et c'est ce qui se passe quand tu as une assemblée constituante, un machin, etc. Enfin, il y a besoin de ces étapes-là, mais en fait, faire de la politique, c'est penser ces moments-là. Et c'est là où on se dit, bon, ok, c'est super cynique, ouais, en fait, sauf que ça marche, quoi. Donc, c'est ça. Et donc, après, par contre, ce qu'on sait pas trop, c'est comment ça va, on va dire, s'ajuster, et donc, d'où, voilà. D'où ce flou pour cette loi de 49 qui est votée. Et donc, c'est la loi de 49, comme ça, on y retourne. Parce qu'en plus, on est complètement de période. Non, puisque tu commences en 43, donc on est quand même bien dans la période. Donc, cette loi existe, sauf que la première année, elle va pas, c'est vraiment l'organisation et tout. Et en fait, son objet premier, durant les années, donc ça va être de 50 à 54, où ça va être majoritairement des interdictions de revues porno. C'est que de la revue porno. Et est-ce qu'il y a des revues porno qui sont pas interdites, ou c'est certaines revues porno, ou c'est les revues porno qui leur tombent sous la main? Alors je sais pas, je n'ai pas une connaissance exhaustive des revues porno de l'époque, malheureusement. Ça aurait pu être un kink. Mais... Moi, mon gros kink, c'est les revues à une main de 1940, vraiment la revue à papier littéralement. Mais non, mais tu vois, non, mais ça, ça peut être... En tout cas, bon, globalement, je pense qu'en fait, le porno, tu ne peux pas le contrôler, donc forcément, il existera toujours. Et à partir de là, tu vas avoir certes une interdiction, mais qui n'est pas exhaustive. Et en fait, à partir de 54, tu vas avoir un basculement qui se fait grâce, d'Histoire d'eau de Pauline Réage. Donc, Histoire d'eau de Pauline Réage, c'est donc un pseudonyme pour Dominique Horry, à laquelle Jean Paulhan, à nouveau, lui avait dit lors d'une discussion « Je ne crois pas qu'une femme aurait pu écrire comme ça ». Ce à quoi Dominique Horry lui a répondu « Qu'à cela ne tienne ». Et elle sentait aussi que Paulhan s'éloignait d'elle, et elle va écrire Histoire d'eau, qui est un roman BDSM très répétitif, mais extrêmement bien. C'est très sad, hein. De toute façon, on n'a pas dit que... C'est ça. On n'a pas dit que sad, c'était du grand style. Allez, c'est notre question, boum, ça c'est pour se pêcher. C'est vrai que j'avais tenté, c'est quoi déjà le truc du boudoir, la philosophie du boudoir. La philosophie dans le boudoir. Je m'étais très emmerdé. Mais Histoire d'eau... Et pourtant, c'est pas le plus triste. Je peux bien croire.
Sans la journée, c'est vraiment plus dur. Déjà, ça dure 120 journées. Et c'est une amie qui s'est trompée dans le titre et qui, au lieu de dire... elle avait dit 120 journées en sodomie. Voilà. C'est long. Margot, si tu nous entends. Et il faut rendre fait mage. Et donc, il y a toutes ces revues qui sont interdites. Histoire d'eau, voilà. Ce qui est très intéressant dans Histoire d'eau, c'est parce que tout se déroule du point de vue de la soumise et que c'est vraiment intéressant pour vraiment voir comment se déroule le BDSM. C'est-à-dire que la véritable personne qui a le pouvoir, c'est la soumise. Parce que si elle dit « ça s'arrête maintenant », ça s'arrête vraiment maintenant. Et ça, je trouve que Histoire d'eau, c'est vraiment intéressant. C'est l'anti-50 nuances degrés, en fait. Qui a un franchissement des limites. Qui a un permanent franchissement des limites dans 50 nuances degrés. Et en fait, ce livre sort, au départ passe plutôt inaperçu, puis il obtient le prix des 2 Magots. La commission de censure le remarque, et là elle se dit, tiens... C'est pas le prix de la critique. Il a aussi le prix des 2 Magots. D'accord, tu vois, je l'ai raté, mais ça c'est parce que je l'ai lu hier dans ta thèse. Le prix des critiques Je crois, mais je peux me tromper. Après j'ai lu ça un peu tard, donc je... Mais après c'est pas impossible qu'il ait eu 2 prix. Et voilà, mais c'est pas grave, c'est un détail. Parce que t'as Ou je confonds avec un autre, tu vois, ça c'est possible aussi. T'as une cérémonie aux 2 Magots, où c'est pas Dominique Horry qui vient, mais du coup t'as une espèce de mise en scène avec une femme qui a une voilette, qui fait prête-nom pour l'occasion, qui est assez drôle. Et à partir de ce moment-là, la commission s'intéresse aux romans, mais à nouveau ça va être les romans de petites maisons d'édition, et t'as pas... Enfin, les grands éditeurs sont pas concernés. Mais est-ce que pour le coup ils font ce qu'ils veulent? Au niveau des interdictions? Ben non, est-ce que les grands éditeurs finalement, puisque c'est que les petites maisons, ils y vont tranquilles? Ils y vont pas tranquilles parce que ils savent pas en fait si un jour ça va leur tomber sur le coin de la gueule. Et donc en fait, les petites maisons, c'est un adversaire faible et donc facile, qui permet de tenir tout le monde en respect. Mais il y a aussi un truc extrêmement c'est le pouvoir, classiste. c'est toujours dégueulasse le pouvoir. Parce que en fait, ça, quand on voit le changement, c'est qu'ils se disent c'est une grande maison d'édition, du coup c'est respectable, du coup il n'y a pas de problème. Donc ça c'est l'effet, le halo, l'aura du nom. Exactement. Je crois que ça tu lis dans ta tête. Ouais. Tu as justement cette espèce de bouclier onomastique de dire c'est Gallimard, à partir de là c'est la littérature. Et la littérature c'est pas sale. Parce que ça a été validé par un comité de lecture. Et donc en plus si ça passe en mode littéraire, même si c'est un peu sale, ça reste littéraire, donc l'art va l'emporter. Oui. Tandis donc, que quand tu vois licence, ce qu'on appelle la licence poétique, en fait c'est réel. Oui. Sur la licence poétique, normalement c'est quand on va se faire une faute de grammaire, quoi. Oui, en gros, mais en fait ça peut être aussi un écart moral finalement. Tandis que là, bon après quand on voit les titres que tu vois dans les livres interdits, c'est Brelan de blonde, Fraulein Gestapo. Donc tu te doutes que c'est pas... C'est sûr, tu sens que c'est pas très chic non plus. Et mais donc les maisons d'édition se tiennent à carreau et vont mettre en place une autocensure. C'est-à-dire que pour éviter le procès, c'est elles qui vont appliquer ce principe de censure. Et ça, Violette Leduc, deuxième partie, en est particulièrement victime. Exactement, puisque donc, Leduc, dans son 3e roman qui s'appelle Ravage, va raconter ses 3 grandes amours. Isabelle, l'amour du pensionnat, Cécile, la vie en concubinage, et Marc, qui est la vie maritale. Avec des moments extrêmement durs, des ruptures, une scène de viol et une scène d'avortement tardif. Il faut savoir que le duc a un réalisme poétique, donc on a vraiment le meilleur lorsqu'elle raconte ses premières nuits avec Isabelle, où on a les tâtonnements, les hésitations. C'est pas un... Alors, tu as une très belle citation dans ta thèse, mais ça, qui vient de Ravage, qui va permettre de comprendre un peu ce qui se passe avec le duc et finalement aussi pourquoi ça ne passe pas, d'une certaine manière. Tu te souviens de la page? Non, parce que... Si, voilà, je me souvenais que c'était le début, mais parce que j'avais des facilités vu que j'ai pris le train hier. C'est un ouvrage où j'essaie de rendre le plus exactement possible, le plus minutieusement possible, les sensations éprouvées dans l'amour physique. Ce qui est important, c'est physique. Il y a sans doute quelque chose que toute femme peut comprendre. Tu vois, c'est peut-être là qu'il y a un peu de féminisme, mais je pense qu'il n'est pas direct du tout. Mais c'est notre question, ça. Je ne cherche pas le scandale,
mais elle va le trouver, mais seulement à décrire avec précision ce qu'une femme éprouve alors. C'est quand même aussi très focalisé, quoi. J'espère que cela ne semblera pas plus scandaleux que la réflexion de Madame Bloom à la fin de l'Ulysse de Joyce, qu'on a déjà évoqué. Toute analyse psychologique sincère mérite, je pense, d'être entendue, et ça, c'est un passage radio de 49 quand même. Oui. Ça a déjà dû être choquant à entendre, je pense, en 49, ça. Mais bon, Bah, c'est... Je pense que oui, c'était choquant, mais en fait, comme elle était une totale inconnue, les gens s'en fichaient, j'ai envie de dire. Ça passait à la radio, donc je sais pas quelle était l'audience de cette émission-là à l'époque, mais bon, c'est parce que, comme aujourd'hui, peut-être que dans 30 ans, on relèvera un truc hyper pertinent, hyper choquant qui a été dit sur France Inter à un moment, mais que là, dans le flux de la vie... Ouais, c'est ça. Donc en tout cas, Violette Leduc, c'est cette femme qui essaie d'écrire des sensations, l'amour, des expériences, un peu à l'Annie Ernaux finalement, peut-être en plus poétique. C'est ça, Annie Ernaux, il y a cette écriture blanche, tandis que chez Violette Leduc, c'est très baroque, il y a vraiment tous les détails, on n'épargne rien. Tandis que Annie Ernaux, c'est pas, je vais pas dire les circonvolutions, elle va pas faire des ronds de jambes, elle va nommer, mais d'une manière totalement différente. Et Violette Leduc, du coup... Je trouve que Leduc est plus métaphorique, en fait. On emploie peut-être plus de métaphores. Là, je pense à la sensation de pieuvre, tu vois, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, mais en plus, elle le dit dans... je regrette toutes mes images, je sais qu'il y en a trop. Parce que moi, je la trouve évidemment très concrète dans ce qu'elle raconte. Alors, moi, je la connais pas bien, Violette Leduc, hein, mais très concrète dans ce qu'elle raconte. Mais cette dimension très concrète, elle n'est pas éthérée du tout, t'as pas du tout l'impression de quelque chose d'abstrait, hein, mais elle passe quand même par des images. Enfin, quand elle parle de la pieuvre qu'elle a dans le ventre, tu sens les crampes, quoi. Oui. Mais c'est une pieuvre dans le ventre, c'est pas ce qu'elle a réellement dans le ventre. Je sais pas si derrière il y a ces images érotiques japonaises de coït de femmes pieuvres ou de choses comme ça, je pense que oui. Oui, le motif de la pieuvre, c'est quand même un motif lesbien et... Ouais, c'est toi, je savais pas. C'est, je crois, Anne Larue, mais je suis pas sûre de son nom. C'est une femme donc, qui avait fait un article dans la revue Miroir Miroir qui s'appelait Plus Gouine la vie et où elle avait travaillé sur le motif de la pieuvre. C'est bien maintenant, Yann Larue. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est l'histoire avec les bibliographies, c'est toujours le problème. Zut. C'est pas de problème. C'est Yann Larue aussi qui a travaillé sur la SF féministe et qui a fait un livre très chouette qui est aussi sorti en poche chez Cambourakis. C'est quelqu'un de très sympa, Yann Larue, et qu'il faut suivre. Donc je n'avais pas eu la mise à jour. Et donc... Ah bah oui, mais tout le monde peut pas être un cyborg féministe. Donc toutes mes plus plates excuses à Yann. Et il explique du coup dans son article que ça vient d'un manga, donc c'était le nom des carnets d'esquisses japonaises, d'Okusai. Okusai, c'est le nom de la vague. Non, c'est le peintre. C'est le peintre. Voilà, et même qu'on prononce Okusai. Mais ça... Vraiment, ça va couper au montage, bien sûr. Il n'y a pas de montage. Et il y a cette imaginaire de la pieuvre à part, je crois que ça se dit Okusai en japonais, mais j'en sais rien, je parle pas japonais. Déjà, je parlais allemand, je vais arrêter de le faire. Donc qu'est-ce que je te dis ? Mais donc voilà, ça vient vraiment de cette image où tu as une femme avec une pieuvre et tout. Cette estampe très très célèbre et qui a en plus beaucoup circulé, quoi. Et qui est très reprise par mais parce la décadence fin de siècle. Et puis comme les femmes peuvent s'imaginer en homme pour aimer d'autres femmes, elles peuvent aussi s'imaginer en pieuvre par rapport à cette estampe, c'est ça. Et avec des doigts partout. J'ai pas mis les bonnes boucles d'oreilles. Oh, je suis tellement déçue, tu vois, parce qu'en plus... Mais évidemment, elles sont juste là. Je les mets souvent, c'est mes préférés. Tac. C'est le moment, hop, regarde-moi ça. Oh. Elles sont choues, hein. En plus, elles teintent, je les avais mises à Genève, mais on les a fait enlever à cause du micro, là, tu vois. Ah oui. Mais t'as aussi... Mais ça, c'est pas des pieuvres, quoi. T'as Cocteau qui réutilise cette image de pieuvre pour parler d'un couple... Est-ce que c'est dans le livre blanc ? Je crois que oui, dans les années 20, où je crois que t'as un mec qui rentre dans une chambre et qui découvre un couple de femmes dans un lit, et t'as toute une métaphore un peu avec l'écume, les méduses, et les deux femmes qui lui disent oui, bah et alors, voilà. Mais effectivement, mais pareil, dans ces images, et que je trouve, enfin, je n'ai jamais trouvé meilleure description de l'orgasme,
elle dit « Je tombais de félicité en félicité C'est mieux que de Karim dans Scylla. ». Carrément. Franchement, si pendant le cul tu dis « Je tombais de Karim en Scylla C'est vraiment moins bien. Et donc, Violette Leduc, elle écrit un premier roman qui s'appelle Asphyxie, si je ne me trompe pas. Ça. Elle commence à avoir une vie littéraire sans être franchement au premier plan. Non, en fait, elle est reconnue par les pairs, c'est-à-dire que Nathalie Sarraute, Jean Genet, Jean Cocteau, Marcel Jondot, t'as tout le monde qui dit « Waouh, meuf, c'est vachement bien ce que tu fais et tout », qui l'invite, qui reconnaît son talent, mais elle ne vend pas, en fait. Elle va être publiée dans la collection Espoir d'Albert Camus chez Gallimard, puisque... Donc, ce qui est plutôt cool. Ce qui est cool. Elle écrit sous l'influence de Maurice Sachs. Maurice Sachs qui est une tante et une horrible personne, auteur aventurier homosexualiste tel qu'on le présente. Voilà. Et dis-le comme ça parce que ça va pas passer avec tous les abonnés. C'est vraiment... non. Avec des guillemets ou quoi, mais... Oui. Mais pour dire à quel point c'est une horrible personne, donc lui-même était juif et pendant la Seconde Guerre mondiale le duc est témoin d'une scène où il va dans un café et il dit à une jeune femme juive, il l'a fait payer la traversée en disant voilà, rendez-vous demain à telle heure. Et le duc vient le voir après en disant mais Maurice, demain, nous serons déjà partis demain, vous vous êtes trompé et tout. Je vous avais demandé de ne pas regarder et tout, partez. Et en fait, il arnaque. Il a volé des manuscrits à Cocteau de Radiguet et tout quand Radiguet était mort pour aller les vendre à la salle de vente. Ça fait scandale, évidemment. On se dit pourquoi Cocteau vend ses manuscrits. Exactement. Et en fait, il a dit à Cocteau alors, je veux bien te les rendre, mais il faut que tu les payes. Ouais, c'est sympa. Non. Moi, j'adore quand on me vole mes affaires pour les racheter derrière, quoi. Donc, vraiment, je n'aime pas Maurice Sachs. Donc, on comprend, cela dit, ça reste mieux que l'option du docteur Petiot qui lui passait les gens à la chaudière. Oui. Mais voilà, c'est l'histoire de montrer que c'était une époque quand même difficile. Ah oui, non, complètement. Donc là, le duc, elle se retrouve finalement protégée de Simone de Beauvoir, carrément pensionnée par Beauvoir puis par Gallimard pour écrire cet énorme roman qui ravage. Non, pas directement. Non, parce que donc elle a écrit ce premier manuscrit qu'elle donne à Beauvoir. Beauvoir dit elle a beaucoup de talent. Elle va l'aider, sauf que donc elle commence à publier en 1946 et en fait ça vend pas. Le duc vivait du marché noir, il n'y a plus de marché noir, donc pour elle c'est la faillite, vraiment la fin de la guerre, elle le vit mal. Ce qui est dur dit comme ça, mais elle a aucune honte de le dire. Il faut prendre aussi les écrivains dans leur complexité et leurs ambivalences et les trucs qu'on n'aime pas, avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est ça, et donc elle commence Ravage. Et à un moment, elle écrit... Pour faire bouillir la marmite. Voilà, et elle écrit à Beauvoir, en fait, là, je gagne pas de thunes, je suis pauvre, je pense que je vais aller partir à la ferme et devenir garçonne fermière, quoi. Et t'as Beauvoir qui écrit à Sartre en disant, vraiment, elle a beaucoup de talent, faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, Sartre et Beauvoir lui versent une pension. Mais comme Beauvoir sait qu'elle va refuser la pension, elle passe par Gallimard en demandant à Gallimard de verser. Une pension qu'ils paient eux-mêmes à ce moment-là. C'est ça. Putain, c'est chaud. Parce que Beauvoir lui écrit « J'ai convaincu Gaston Gallimard que votre prochain livre serait un succès. » Pas du tout, en fait. Quoi. Et non, et que Gaston Gallimard, il la connaît même pas, Violette Leduc. Et... donc elle va s'acharner sur... Oui, non mais parce que j'étais étonné, mais avec donc l'apparition de Ravage, t'as tout le monde qui me dit oui, et Beauvoir, du coup, certes elle a aidé Violette Leduc, mais était-elle une censeuse de Violette Leduc? Et en fait il est complexe le rôle de Beauvoir, parce que à la fois, il faut supporter Violette Leduc, ça elle a réussi à le faire parce que, comme le disait très bien Françoise de Bonne, Beauvoir c'est avant tout une horloge dans un frigidaire. Donc, à partir de là, c'est que... Je suis même pas sûre de comprendre l'image. En fait, si... Elle donne l'heure, en même temps elle est glaciale, elle est fiable et elle est glaciale, ça veut dire? C'est-à-dire, elle est un peu coupée de ses émotions, et que si elle te dit, on se voit de 14h à 15h, à 15h01, Beauvoir, elle est partie. Oui, et ça, Delphi le disait déjà, les filles du MLF, je dis les filles, par rapport à Beauvoir, pour les années 70, quand elles se réunissaient chez Beauvoir, c'était à la minute. Hein. Oui. Et on leur consacrait 1 heure, c'était pas 10 minutes de plus. Hein. Donc tu te démerdais pour que ça tienne dans l'heure. Et c'est ça. Et moi, c'est un truc que j'admire énormément. Alors c'est sûr que c'est froid, mais au moins, c'est une vie qui est gérée, quoi. Ah, c'est clair. Ah oui, niveau Capricorne psychorigide,
Ça, on se passe à un très bon degré. Moi, mon signe, c'est le Caprice, non? Et je suis Capricorne aussi, hein, donc... Non, mais moi, je suis Scorpion. C'est pour dire que j'y crois pas. Désolée. C'est drôle. Et donc, en tout cas, elle arrive à pensionner de duc, et en plus à ménager sa susceptibilité. C'est ça. Elle gère ses émois, elle la retrouve tous les mardis pour l'aider à faire le manuscrit, à reprendre, à écouter toute la vie, parce que ça, on le sait par les lettres de Beauvoir, notamment à Sartre ou à d'autres. Donc toi, tu as été expulché tout ça. Donc en fait, tu as travaillé sur un texte qui n'existe pas. Qui existe, mais en dont fait, tu as raconté censurée. Voilà. Parce que... donc c'est quoi le sujet de ta thèse finalement là-dedans? C'est de raconter comment le texte a été défiguré. C'est ça, parce que donc la rédaction a lieu littéraire, quoi. La rédaction a lieu de 48 à 54, sachant que... C'est vachement long, hein, c'est 6 ans. Hein. Ouais. Mais puis c'est 6 ans à temps plein, je veux dire, quoi. Oui. Quasi plein. Et en fait, il y a une première série, c'est-à-dire de 48 à 51, le duc, elle écrit, et en fait, Beauvoir, dans les lettres à Sartre, à Nelson Algren, elle dit j'ai vu la femme laide, puisque c'est comme ça qu'elle appelle Violette le duc, et... Elle écrit du Renan, quoi. Et la femme laide, elle l'appelle juste seulement avec Nelson Algren, ce qui change rien, mais voilà. Et parce que elle le faisait parce que le duc elle-même se définissait comme laide. Okay. Donc, c'est presque un jeu, quoi, à ce niveau-là. Ouais. Et elle dit, au fur et à mesure des mois, vraiment, le manuscrit tourne mal, elle est en train de nous créer un monstre. Et en 1905... ce qui va pas, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, elle lui dit, c'est pour bien. Là, vraiment, en 51, on stoppe tout, on arrête. Donc là, il y a une première version qui disparaît, finalement. C'est ça. Les cahiers sont conservés par Jacques Guérin, qui était le second protecteur de Violette le Duc, parfumeur homosexuel, à qui on doit la conservation de pas mal de manuscrits de Proust, et notamment de la chambre de Proust. Et elle refait une seconde série de cahiers qui sont retapés, qui sont des dactylographies. Le manuscrit est soumis à Gallimard en mai 1954. Ouais. Et là, Jacques Lemarchand, qui est son éditeur, le lit et dit « En fait, c'est pas possible. Hein. J'ai lu le manuscrit étrange et bizarre de Violette le Duc. Vais lui demander de couper les cochonneries. » C'est comme ça qu'il en parle dans son journal intime. C'est intéressant de voir comment c'est mentionné, et évidemment tout le monde demande la censure des mêmes choses. C'est ça, c'est-à-dire que les trois éléments qui choquent dans Ravage, c'est la première partie, Thérèse et Isabelle, donc les 3 nuits d'amour au pensionnat. Il y a la scène de viol dans un taxi. Du vrai lesbianisme, pas du lesbianisme pornifié. C'est ça. Ou alors qu'il faudrait mettre ailleurs dans une revue porno, mais pas dans un roman Gallimard, quoi. En fait, ça marche pas parce que le problème de Le Duc, c'est que il n'y a pas de male gaze. Et c'est ça le gros problème. C'est là où tu voulais m'emmener. Il n'y a pas de male gaze, étant donné que... On ne pas tant de ça, mais il me connaît. Il faudrait que tu écrives un livre là-dessus. Ouais, peut-être. Je vais y réfléchir. Je réfléchis au prochain, en fait. Le fait est que c'est du point de vue des concernés, pour les concernés. Et sans la culpabilité de l'intériorisation, de la lesbophobie, de la eusénisme, tout ça. Tu peux avoir des petits moments de culpabilité, mais qui sont, on va dire, logiques. Par exemple, un moment, je crois que tu as Isabelle qui met des doigts à Thérèse et ils ressortent avec un peu de sang dessus. Et donc, t'as Thérèse qui est gênée par ça. Je veux dire, oui, c'est un peu des moments qui peuvent arriver où c'est un corps, c'est des fluides, et parfois il y a des fluides qu'on aime moins que d'autres, mais qui apparaissent quand même. Tu fais avec. Hein. Pour dire que les cochonneries, je vais pas dire en sont vraiment, mais en tout cas... T'as tous les fluides, quoi. C'est explicite. Oui, c'est ça. Et c'est pas un peu cette image des yaoi où tu touches un téton et waouh! Et c'est l'orgasme. Non, c'est des tâtonnements, tu sais pas comment faire, parfois elle est maladroite et tout. Et puis ce qui enlève aussi toute l'espèce de linéarité narrative précoïtale, quoi. Oui, c'est ça. C'est là où tu vois aussi que tout est sexualité. Et même ce qui n'est donc pas pénétratif, coït hétéro, évidemment, et que dans cette sexualité, tout n'est pas plaisant du tout, quoi. Non, c'est ça. Il y a des choses qui sont extrêmes. Enfin... Et ça c'est pas le porno. Le porno, c'est pas ça. Oui, c'est vrai. C'est une image fantasmée dans la performance tout le temps, alors que c'est pas du tout dans la performance. C'est...
bah, c'est très vanille au final, Thérèse et Isabelle. Et c'est ce que disait Françoise de Bonne, c'est que on condamne cet épisode, mais il n'y a rien d'extraordinaire Non, mais le dedans. problème, c'est pas ce qui se passe, le problème, c'est de le raconter. Oui, c'est ça. Elle aurait dit qu'il y avait eu 3 nuits de caresses, et ça serait fini, ça serait Oui. passé. Oui. Voilà, Oui, peut-être oui. qu'on lui aurait même dit caresse c'est un peu too much, mais ça serait passé. Le Mhm. problème c'est de le raconter. Oui, oui. C'est presque rien entre guillemets. C'est ça. Et en fait, le duc, c'est la seule à pas faire d'ellipse et à vraiment raconter ce qui se passe. Là où toutes les autrices de la période, c'est oui, on s'est embrassé, il y avait des caresses. Et ou, le flou boom hollywoodien c'est ça. caché que je mentionnais tout à l'heure, quoi. Complètement. Qui est l'ellipse Mhm. littéraire évidemment. Et donc elle fait ça, et Gaston Gallimard dit non certainement pas. C'est ça. En tout cas, pas en l'état. ouais, Gallimard, a priori, il l'a pas eu dans les mains, mais Ouais, enfin, Raymond le comité Quenon de dit lecture. non, Jacques Le Marchand dit non. Beauvoir elle-même avait des réticences sur le texte, on va pas se mentir. Mm. Sauf que elle avait des réticences quand on analyse les différents états, les coupures, c'est pas entre le moment des cahiers et des dactylogrammes. Donc c'est-à-dire le moment où Beauvoir relit et tout, ça va être vraiment des dactylogrammes à l'imprimé. Et donc ce passage-là, c'est surtout Donc c'est le Gallimard. peaufinage quoi. C'est ça. Mais sinon, Beauvoir, elle va pas couper tout ce qui va être... Bon, la scène de l'avortement, on pourrait dire oui, bah forcément, ça marche très bien avec le deuxième sexe. Elle va pas couper non plus... J'ai pas l'impression les- qu'elle lise les bouquins avec le deuxième sexe en tête, Beauvoir. Non, non, elle lit vraiment... Je pense qu'elle lit vraiment des livres pour la littérature. Oui. Qu'elle Oui, doit oui, être oui. assez... alors, très certainement que le deuxième... Enfin, j'ai l'impression que le deuxième sexe lui a permis, personnellement, tu vas me dire si je me trompe ou pas, parce que là, c'est un peu flou de ma part, mais lui a permis d'être ancré dans sa vie, d'une certaine façon. Tu vois, elle avait écrit oui. avant de faire son autobiographie, Oui. sur le conseil de Sartre, et pour elle, en fait, c'est une question réglée, quoi. Oui, Enfin, c'est voilà, ça. c'est un chapitre qui est clos, ce qui paraît dingue de notre point de vue, parce qu'on Ouais, voit à mais quel point c'était une ouverture, mais là, on est avant le MLF, on le rappelle. Oui, oui, Donc, oui, tout donc à ça fait. n'existe pas, ça. Mais tout comme Beauvoir dit dans l'introduction du deuxième sexe, voilà, les querelles du féminisme sont terminées, C'est fini. tout est réglé, passe tout autre va chose. bien, quoi. Et elle est dans cette mouvance... Et elle a quand même suivi ensuite le MLF, mais Complètement. voilà, il faut se rappeler, 49, 60, 70. Oui. Voilà, il se passe quand même 20 ans. Oui, Depuis mais même longtemps. si Marine Rouche a trouvé des... Enfin, à un moment, on pose la question à Beauvoir si elle est féministe, et elle dit si le féminisme c'est militer pour la cause des femmes, alors oui, je suis féministe. Oui, non, mais elle n'était Il y pas a un contre, truc, mais il voilà. n'y avait pas, enfin, elle était Il n'y a vraiment... pas une conscience de lancer un mouvement et tout. Beauvoir, elle est vraiment précurseuse, pour de vrai, quoi. Oui, 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 tout à fait. Même si moi, j'aime pas trop ça au Ah. niveau histoire des sciences. Bon. Problématique sur plein d'aspects, Ah. mais Donc, intéressante. donc, Et Voilà, elle continue à soutenir, à conseiller le duc là-dessus. voilà, Et donc, au moment du passage en éditeur, ben là, ça passe à la moulinette, quoi. c'est ça. Et en fait, pendant tout l'été, Beauvoir et le duc vont tenter de proposer à d'autres éditeurs, à Grasset, à Julliard, sauf que, en fait, c'est des coupes plus importantes qui sont demandées, où le livre est tout simplement refusé. Donc, ils disent... Parce Ah, que on elle, va le but, c'est passer. d'avoir la totalité. C'est Et ça. avec une fin qui, en plus, est plutôt heureuse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Ravage, c'est un livre dur, on va pas se mentir. Tac, Mais un titre pareil. Je veux dire, j'ai envie de dire que ça annonce la couleur. sauf que la fin de Ravage, c'était certes ma vie n'a pas été riante, mais j'ai foi en l'avenir et les lendemains seront chantants. Et ça va être aussi un des motifs de la censure, c'est-à-dire qu'il y a donc Thérèse et Isabelle, il y a la scène de l'avortement, il y a la scène de viol, mais il y a aussi donc, ce qu'on pourrait dire, oui, une sorte de female gaze, mais il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de condamnation à la fin. Et dans ma période de 43 à 69, le duc, c'est le seul exemple que j'ai. Toutes les autres, il y a cette fin tragique, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une... Même après des calvaires. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est à quel moment des écritures. Déjà, il y a eu ou non autocensure sur le fait même d'écrire. Évidemment, d'aimer, etc. Mais ça, nous, on est littéraire, on va rester sur cette partie d'écriture. Donc, on ne sait pas, voilà, quelle autocensure en amont des textes, ou est-ce que c'est éditorial ou pas. Toi, le cas de Ravage, il est extraordinaire par la multiplication en fait, des sources, Oui. essentiellement conservées à l'IMEC, donc l'Institut des manuscrits d'études contemporaines. Alors, ça, c'est l'item. L'ITEM, punaise, Institut des textes et manuscrits. Mais c'est Et- normal, mais je veux dire, je suis l'ITEM pour un an. Mais en bénévole. Félicitations. Je suis pas embauchée par l'ITEM, mais on a un dommage. groupe ITEM. Ah, bien. Non, je suis embauchée à Bruxelles, tu le sais, je suis postdoc en Belgique.
Je ne savais plus où Ah, tu mais- faisais ton postdoc. De toute façon, moi je suis partout. Moi, c'est partout, l'époque, non. Non, je suis pas partout du tout en fait. Parce que t'as la première référence et ensuite, dans les villes, dans les campagnes, tu as les réseaux sociaux. Donc, vraiment, on est parti sur une pente glissante. Mais donc, l'IMEC, qui est l'Institut Mémoire des l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, Ouais, tu vois, j'étais pas. qui conserve, et c'est un des rares exemples dans le monde, des fonds d'archives de maisons d'édition. Donc ils ont par exemple Hachette, ils ont Albin Michel, ils ont Grasset. Hachette, Ouais. c'est pour ça que Jean-Yves Monnier a travaillé sur Hachette. Il a dû venir là, avoir les sources ici par Oui, exemple. oui, oui. Et ils ont aussi une conservation de fonds de créateurs et créatrices du XXe et du XXIe siècle, qui va donc de Marguerite Duras à Christine Angot, en passant par Jacques Lemarchand, Violette Leduc, Ok. Néla C'est Nobili. étatique, c'est public ou C'est c'est appartient privé. du privé? C'est appartient du privé. C'est privé, mais avec effectivement beaucoup de subventions publiques. Non, quoi. non, mais c'est un peu. Bah, Mm. et toi, tu as été stagiaire à l'IMEC, c'est quand même J'ai essentiel été- pour avoir fait une thèse comme ça. Voilà, en fait, lorsque j'avais fait mon M2, donc il y avait eu le film de Martin Provost, Violette, et Donc il y sur a- Violette Leduc. sur Violette Leduc, et il y avait eu un documentaire d'Esther Offenberg qui s'appelle Violette Leduc, la chasse à l'amour. Et dans ce documentaire, il y avait une chercheuse absolument merveilleuse et brillante qui s'appelle Catherine Violet, et qui a pour le coup été pionnière puisque c'est la première à avoir étudié les manuscrits de Violette Leduc lorsqu'ils étaient encore en collection privée chez la nièce de Violette Leduc. D'accord. Et à qui est dédiée d'ailleurs ta thèse? Oui, puisque en fait, si Catherine Violet n'avait pas fait ses travaux, en fait, elle m'a permis de gagner 10 ans en fait. C'est elle qui a permis de dire la première, mais la censure de Ravage, ça a totalement changé l'architecture du roman, où au lieu d'avoir cette progression des différentes amours qui forment un continuum, c'est-à-dire que même dans l'épisode Thérèse et Isabelle, on a des échos qui annoncent Marc, et dans l'épisode de Marc, on a des renvois à Isabelle, avec Cécile aussi, enfin c'est vraiment architecturalement, c'est un travail démentiel. Et en fait, Catherine Violet avait montré que tu avais un basculement total du côté de l'hétérosexualité. Puisque l'édition de 55 s'ouvre sur la rencontre avec Marc, on a la vie quotidienne avec Cécile, puis à nouveau la vie maritale avec Marc. Donc évidemment, il y a une personne qui revient plus souvent. Et qui va avec aussi même une structure de récit façon aristotélicien, avec un début, un milieu, une fin. Alors qu'en fait, avoir des choses qui sont moins linéaires ou moins structurées, apparemment, En fait, ça amène aussi d'autres façons de c'est un de roman de penser formation. l'amour, des choses comme ça. Et puis ça centre vers un couple, ce qui était en fait un personnage. Oui, c'est ça. En fait, Donc ça on la suit, désindividualise en fait. c'est ça, on suit Thérèse. Et le but, c'était que Thérèse gagne c'est le terme de Leduc, en épaisseur au fur et à mesure des différentes relations, pour montrer justement à la fin tout le parcours qu'elle a fait au niveau de son indépendance affective. De sa mère, son institutrice, Isabelle, Cécile, et Marc, etc. Ça mène des strates quoi. C'est ça. Et là, donc Ravage a pu être publié. Oh, c'est cool, elle a publié son roman, c'est pas grave s'il manque des bouts. Je provoque un mot. Donc, Violette Leduc étant Violette Leduc, il faut que ça soit, comme dirait Mathilde Forget dans sa magnifique préface de Ravage, tu es tellement dramatique qu'aujourd'hui plus personne ne pourra être trop dramatique. Et Leduc avait déjà un fond de santé mentale qui était un peu bancal, elle dit elle-même à cause de son enfance compliquée avec sa mère, pour contextualiser. Donc, Elle a été très maltraitée. À nouveau, c'est compliqué parce que donc Berthe Leduc, sa mère, a été engrossée par le fils de la famille bourgeoise dans laquelle elle travaillait. On lui a dit très gentiment, va dans une autre ville et on t'enverra une pension quand on y pensera. Donc Berthe Leduc a accouché toute seule. Ensuite, il y avait un petit système matriarcal où donc Leduc a vécu avec sa mère et sa grand-mère. Mais à la fois, Berthe Leduc, dans sa fille, il se trouve que Violette Leduc avait le nez de son père, qui était très particulier, donc se rappelait sa faute et tout, c'était une relation fusionnelle, mais destructrice.
Et quand donc, tout ça n'a pas aidé à sa formation, à son évolution, sa mère lui a donné une éducation extrêmement misandre, ce qui est très bien, mais il faut bien doser, c'est comme les épices. Et à partir de là, cette santé qui était bancale, qui tenait à pas grand-chose, en 55, elle capote et elle va faire des décompensations nerveuses, les crises paranoïaques se multiplient. Et Beauvoir lui dit au nom de notre amitié, je vous demande à ce que vous fassiez un séjour en clinique parce que là, vous êtes plus gérable. Je prendrai en charge tous les frais médicaux, ne vous en faites pas. Elle fait 6 mois dans une clinique à Versailles. Beauvoir avait stipulé je refuse formellement les électrochocs. C'est passé quand même. Voilà, il y a des électrochocs qui sont faits et dès que Beauvoir est mis au courant de ça, elle la déplace et elle la met à la Vallée aux Loups, qui est l'ancienne résidence de Châteaubriand où pas mal de célébrités allaient. À Châtenay-Malabry. À Châtenay-Malabry. Exactement. Qui est un musée, je crois, aujourd'hui. Je ne suis pas allée, mais je. Par contre, ils n'ont pas conservé les archives. Et ça je suis bien dingue. Et elle va en fait se retaper, elle va faire une cure de sommeil 6 mois là-bas. Et donc Ravage est un énorme choc, on s'en doute. Le duc hésite à arrêter la littérature parce qu'elle explique en fait comment reprendre la littérature après avoir été détruite à ce point-là. Surtout que au moment où c'est déjà le Ravage ne se vend pas, mais en plus on lui envoie deux lettres qui lui disent alors ton premier titre et ton deuxième titre, donc l'Asphyxie et l'affamé, ça se vend pas. Donc soit tu rachètes, soit ça part au pilon. Et sur une lettre, elle marque juste pilonné, pilonné, Violette le Duc, et elle envoie ça à son éditeur. Et le choc de la censure va être tel que Donc censure éditoriale. Censure éditoriale. Qui a permis d'éviter une censure étatique, en fait, très probablement. Oui. Elle va plus rien écrire d'autobiographique pendant 5 ans. Et c'est vraiment parce que Beauvoir vient la voir en lui disant vous reprenez tout depuis le départ, maintenant vous allez vous y remettre et aller bosser, parce que Beauvoir elle-même en 57 avait publié les mémoires d'une jeune fille rangée. Donc ça suivait le mot quoi. C'est ça, et le duc et ça était dans là, à la suite de l'âge d'homme, etc. Enfin l'âge d'homme c'est bien avant, mais oui, c'est les années parce que ça voulait faire, mais c'est des romans qui continuent à se vendre et à être très très prééminents. Oui, c'est vrai que t'as un renouveau. Et Sartre, c'est en quelle année les mots? C'est plus tard? Je crois que c'est les années 62, 63. Ça c'est plus tard. Ouais. Donc c'est... Non mais pour avoir des repères dans que... des histoires littéraires que l'on connaît plus. Oui, et c'est, il me semble, Janel qui explique qu'auparavant, tu as tout le système des mémoires où tu écris, quand tu es une personnalité publique, que tu as été investi... d'une mission publique, par exemple, d'un rôle historique. Et donc là, tu commences à avoir de plus en plus de personnes qui vont faire leur autobiographie, mais en s'inscrivant dans l'histoire, en s'inscrivant comme témoin. Et ça, mais ça dit quelque chose d'un changement de regard des gens sur eux-mêmes et sur le monde. Et donc... le duc va reprendre son travail et tout, mais effectivement, on peut imaginer qu'il y aurait eu une censure de Ravage si c'était paru, puisque il y a, par la loi de 1949, dans les années 50, 2 livres qui vont être censurés, qui sont de grandes maisons d'édition, à savoir donc Gallimard et Flammarion. Et le premier cas, c'est La mauvaise conscience de Suzanne Allen, qui paraît en 1954, et qui va être condamné par la commission en 56 ou 57, quelque chose comme ça. Et c'est pareil, un roman de formation des 5 ans aux 40 ans de la personne, de l'autrice, sous le titre de France Boulon, mais c'était sa fille qui m'avait dit oui, non, c'est... À nouveau, un roman autobiographique, mais il y a très peu de fiction dedans. Mais ça permet quand même de passer parfois le cap de l'édition, donc on y va. C'est ça. Et peut-être de l'écriture aussi. Oui, tout à fait. Et de prendre des libertés. Qui est quand même 2-3 trucs un peu différents, parce que on se détache, quoi. C'est ça. Et le livre va être censuré parce que c'est très intéressant, parce qu'on sent que Suzanne Allen a lu Le Deuxième Sexe. Elle fait son histoire et régulièrement,
t'as des passages philosophiques, mais t'as vraiment l'impression de voir les copier-coller du deuxième sexe. Et donc des attaques contre la politique vichysoise, le fait de revendiquer l'amour libre pour disposer de son corps. Et il y a quelque chose d'unique chez Susan Allen que jusqu'ici je n'ai retrouvé nulle part ailleurs dans la période. Elle dit textuellement « je suis bisexuelle ». Ah oui, donc le fait de le dire, voilà. C'est quelque chose. Et donc, je vais pas dire c'est la première parce que j'ai pas épluché toutes les littératures. Non, dire c'est la première. Mais pour la période, pour le moment, c'est la seule occurrence que j'ai trouvée. Et elle a été censurée. Et elle se retrouve condamnée par cette loi. Et, donc le livre sort des rayons, quoi. Le livre est interdit, n'est plus diffusé, et donc, ça va l'emmerder plus tard pour republier. En consultant certaines de ses lettres... Parce que c'est pas forcément une bonne nouvelle du tout, hein, à niveau commercial éditorial. Ah non, c'est une perte sèche. Hein, ouais, c'est ça. Donc, et c'est parce qu'on parle du succès scandale, de machin, ah bah ça vaut le coup de faire un scandale, ça. Enfin, si vous n'êtes pas publié, ça vaut pas le coup. Hein. Non, ça peut marcher. Ça, c'est des raisonnements qui fonctionnent bien pour Dieudonné et Soral. Hein. Enfin, mais ça marche pas pour des gens qui sont vraiment minorisés, en fait. Non, mais c'est mon petit Il va y avoir une exception. Ah, c'est François Sagan. Non, vraiment sur une question politique et qui va être la question de Henri Alleg. Henri Alleg, c'est un militant du FLN et qui a été torturé en Algérie parce qu'il était militant pour l'indépendance de l'Algérie, qui va écrire ce livre, publié aux éditions de Minuit. Et Jérôme Lindon, alors après quand est-ce qu'il... Je crois que c'est en 1960, ou du moins dans ces eaux-là. Jérôme Lindon va faire une publicité monstrueuse du livre sur les Champs-Élysées, en sachant pertinemment que le livre va être condamné. Alors là, pas par la loi de 1949. Mais là, on est sur les questions de guerre, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est condamné par un... Comment ? C'est avant 62, c'est avant la fin de la guerre en Algérie. Et... Enfin, d'Algérie. Oui. Enfin, c'est pas juste sur le territoire algérien. Oui, complètement. Et le livre est donc condamné par le tribunal militaire, sauf que le livre est connu de tout le monde. Et là, tu as vraiment un effet stressant, c'est-à-dire le moins on peut en parler, et là, ça va faire une pub monstre. Mais ça marche pas pour le Duc, et ça marche pas pour d'autres. C'est quoi l'autre bouquin qui a été censuré? Et l'autre bouquin qui a été censuré, c'est Juliette Casal, Le chemin des écolières. Ouais, voilà. Et qui, pour le coup, a vraiment été oublié, que tu as permis d'exhumer, mais dont on sait à peu près rien, quoi. C'est ça. C'est mon nouveau cas de livre qui rend fou, c'est-à-dire que je sais que c'est autobiographique puisque j'ai pu acheter l'exemplaire dédicacé à ses parents, où elle dit, voilà, ne cherchez pas trop à faire des rapprochements entre la réalité et le roman, en signant Juliette pour une fois. Et dans le roman, tu as l'héroïne enfin le frère de l'héroïne qui dit ah, mais tu ne sais pas, depuis que Juliette est revenue de Poitiers, elle a décidé de se faire appeler Muriel et tout. Ça fait quand même beaucoup et tout. Sauf que je n'ai pas trouvé d'autres publications de Juliette Casal. Je n'arrive pas, même avec un pote généalogiste, à retrouver sa date de naissance. Non, mais t'as rien, quoi. Non, j'ai rien. J'avais demandé aux archives Gallimard qui ont récupéré le fonds Flammarion s'il y avait un dossier d'autrice. Rien. Et ça me rend fou. Ah, mais quand on parle de femmes occultées par l'histoire littéraire, ça fait pas longtemps et c'est vraiment occulté et c'est fini, quoi. C'est ça. Et il n'y a pas d'autres livres, il n'y a rien d'autre, on sait que dalle et le livre sera probablement jamais réédité parce que c'est très dur, tu vois. Ça, je vais tenter. C'est un projet sur le long terme, justement. Voilà, j'essaie. Alors, et ça sera beaucoup. Enfin, c'est beaucoup moins dur dans l'absolu, mais moi, je milite vraiment. Alors, il y a un peu de lesbienne, mais pas énormément, dans Toilette pour femmes de Marlene French. C'est pourtant un roman états-unien. Ouais. C'était un énorme best-seller, le deuxième best-seller féministe le plus vendu après le deuxième sexe. Disait-on, en tout cas, c'est ce que tu vois, c'est le mot qui revient, mais c'est un livre qui sauve toujours de mère à fille aux États-Unis actuellement. Plus édité en France depuis 30 ans. Depuis plus de 30 ans, depuis 40 ans ou 50 ans. C'est un livre des années 70, c'est une dinguerie. Et c'est un super roman. Moi, il y a probablement des trucs à droite à gauche qui vont pas, mais là, c'est vraiment un roman que j'aime beaucoup. Et toi, c'est quand même je dis pas rééditer tout Marine French, parce qu'à peu près pas tout, mais beaucoup de choses ont été traduites en français. Mais le best-seller, quoi.
Oui. Et moi, je veux dire, et je crois que c'est du Robert Laffont, un truc comme ça. Enfin, toi, c'est quand même des éditeurs qui vendent, quoi. Oui. Enfin, je dis pas que tout est un succès, mais et ça a été un succès. Et c'est un livre que tu trouves à 2 balles en vide-grenier, parce que il coûte 2 balles, il y en a plein. Oui, bah oui, à Tu partir vois, de là. Et c'est. Et ouais, c'est un de mes romans préférés, en fait. Ah, tu iras le lire maintenant. Et. Je le rachèterai à 2 € de chez un bouquinier, C'est exactement ça, mais bien sûr. Mais tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Allez, des fois tu mets 3,50 quoi. Mais voilà, et puis tu le trouves plus en poche qu'en brochet finalement, tu vois. Oui. Et oui, parce qu'il existe en poche, pas que en brochet, tu vois, c'est déjà aussi. En plus, une édition de poche, c'est pas comme si ça coûtait cher à rééditer. Enfin... Voilà, non, mais c'est. Bon, c'est là que tu vois que c'est pas encore fait. Alors après, c'est vrai que pour rééditer un livre de cette époque-là, ça implique au moins de le retaper, puisqu'effectivement, on n'a pas forcément de fichier numérique. OCR avec relecture, etc. Non, mais je veux dire, ça se fait pas gratuitement, tu vois, même si c'est. Mais moi, c'est des trucs qui me paraissent. Voilà. Non, mais pour dire que voilà, c'est ce qu'on essaie de faire à. Donc, toi, moi, pas mal de monde, en essayant d'aller chercher des autrices oubliées, et si possible valables, littérairement, intéressantes pour l'époque, etc. Tout en ne niant pas leur complexité, ça ne veut pas dire qu'il y a des anachronismes ou ce genre de choses. Moi, par exemple, je vais dire dans ta thèse, alors que je n'ai pas fini de lire, mais que je trouve vraiment passionnante, on va la remontrer. Et merci les presses universitaires de Lyon et Christine Planté pour l'édition. On embrasse Christine de toute façon avec grand plaisir. Tu mets en place un portrait d'époque et du milieu intellectuel et éditorial pour qu'on comprenne pourquoi le duc c'est scandaleux ou pas, qu'est-ce qui explique cette censure. Donc, tu expliques qu'est-ce qui se passe avec Sagan. Sagan par exemple elle est jolie, pas Violette le Duc ou des choses comme ça. Enfin, donc quelles sont les stratégies éditoriales de l'époque. Donc là moi tu vois je suis pas encore vraiment rentrée dans la jeunesse du livre lui-même, même si après je suis quand même feuilletée donc j'ai quand même vu, mais c'est passionnant. Je veux dire, si on veut le lire au moins en partie pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe à l'époque et de comment ça fonctionne, c'est intéressant au-delà de Violette le Duc, quoi. De comprendre la trajectoire d'un livre. Et c'est. Non, mais j'ai vraiment ça, c'était le une dire volonté aussi, parce que c'est vrai que quand je disais aux gens, voilà, ma thèse c'est sur Ravage de Violette le Duc. Et. Genre un film, enfin un livre, comment ça se fait. Enfin, c'est ça. Et non, c'est un monde, c'est le livre et son monde. Albert Dichy, qui est le directeur littéraire à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, donc l'IMEC. Mais à la fin de mon stage, Sylvie Lebon avait fait un don au Fonds Violette le Duc. Donc, qui est la fille adoptive de Simone de Beauvoir. Voilà, Sylvie Lebon de Beauvoir, pour dérouler tout le titre. Et Albert Dichy m'avait demandé justement d'authentifier. Et c'est là où j'avais vu que c'était les cahiers de Ravage. Et c'est là où j'ai décidé, là, il y a pas de sujet qui est arrivé, quoi. Voilà, j'étais déjà une pauvresse, je me suis dit, pauvresse pour 4 ans de plus, c'est bon, je peux y aller. Mais quand je lui avais dit que je travaillais uniquement sur Ravage, il avait fait, ah, mais c'est... Vous n'avez pas peur que ça soit trop juste pointu, et en fait, le truc, c'est que le Duc, on la présente comme scandaleuse et tout. Et moi, j'étais là, ok, je veux bien croire qu'elle est scandaleuse. Pourquoi? Quel est le contexte? Et c'est là... Qu'est-ce qui fait scandale? Voilà, et c'est là où c'était intéressant de voir... Comment se construit le scandale? Comment s'étouffe le scandale? Mais de voir aussi quel était le milieu éditorial dans lequel elle publiait. Quelle était l'autre littérature qui se faisait en ce moment. Parce que du coup, j'ai comparé son cas à la fois, forcément le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, Pompe funèbre de Jean Genet, donc deuxième sexe 1949, Pompe funèbre c'est 1953. Il y avait aussi le cas d'Hélène Bessette avec Materna, 1954. Ça, j'ai assez envie de le lire. C'est génial, Hélène Bessette. En plus, pareil, mais une bande de forcenés qui se bat depuis des années avec notamment Julien Docineau et Laure Limongi, qui ont réédité ça, c'était aux éditions Léo Cher. Et là, le nouvel Attila a décidé de tout rééditer, et même les inédits. C'est super, ça. Ouais. Et lisez Hélène Bessette, comme disait Marguerite Duras. Et donc voilà, le but c'était... C'est comme pas tous les jours que je cite Marguerite Duras. Ma mère adorait Marguerite Duras, moi j'ai plus de mal, mais en même temps je n'ai pas essayé de la lire sérieusement depuis des années. Et ça, je sais que c'est un truc il faut pas qu'il va falloir premier degré, Marguerite Duras. Je vais reprendre, mais je reprendrai un moment où je serai en forme aussi, parce que moi j'aime pas trop les phrases courtes, donc forcément je... La pute de la côte normande, je crois que ça fait 20 pages et ça comprend la page de titre, hein, donc... c'est vraiment très bien comme texte de Duras. C'est vraiment le truc où t'as l'impression que c'est une blague, et en fait c'est la petite pièce qui manque dans toute ta grosse machine, et elle manque et rien ne marche. Et en fait c'est ça, la pute de la côte normande. Okay. C'est vraiment fascinant comme texte.
Et, On ira voir. et donc oui, le but de ma thèse aussi, c'était de dire, bon bah, on va poser le contexte des maisons d'édition, des littératures, à la fois des littératures faites par des autrices, littérature Donc, lesbienne. voilà. Littérature Et- un peu expérimentale aussi, Oui. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, est-ce Les que... contextes féministes, les contextes politiques de l'époque, puisque j'ai fait ma thèse en double direction, à la fois donc côté littéraire avec Florence de Chalonge et côté histoire avec Florence Tamen. Parce que justement j'étais là, bah bon, maintenant on va contextualiser tout ça, Comment parce on que y va. auparavant c'était, et ce qui est nécessaire aussi, Catherine Violet et Françoise de Bonne se sont toutes les deux concentrées énormément sur la littérarité du texte et les manuscrits, mais n'avaient pas fait une contextualisation historique à tes souhaits. Et justement, moi j'étais là, j'ai envie de m'inscrire dans cette prolongation des travaux de Catherine Violet en rajoutant ce volet en plus. Et c'est surtout, Catherine Violet avait eu un accès, mais partiel, au cahier qu'a versé Sylvie Lebon de Beauvoir, ce qui lui avait permis de faire l'édition La main dans le sac, aux éditions du Chemin de Fer. Et là, je m'étais dit, j'ai accès à la totalité des cahiers, contrairement à elle. Ça, c'est des et- moments, ça tombe. C'est ça. Et pareil, il y avait donc le tapuscrit de Thérèse et Isabelle que Violette Leduc a offert à Jean Cocteau, qui se trouve à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et ça, je ne crois pas qu'elle en avait connaissance, par exemple. Et donc, c'est toutes des pièces que j'ai pu consulter, auxquelles elle n'avait pas eu accès. Parce que, aussi pour le contexte, donc j'avais un peu échangé avec Catherine Violet, on devait se rencontrer. Et malheureusement, elle a eu un AVC foudroyant, et donc C'est tellement triste. j'ai pas pu la voir. Mais elle m'avait déjà prévenu, voilà, ça se trouve dans des collections privées, c'est difficile d'accès et tout. Effectivement, c'est difficile d'accès, c'est beaucoup de diplomatie et autres, mais voilà, de toute façon, son travail, il a été essentiel dans le mien. Et ça, c'est important parce qu'on est toujours sur des épaules de géantes et on le rappelle à chaque fois. Moi, je commence à être un peu fatiguée. Je pense qu'on a dit quand même beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu dire et que j'ai oublié de te demander ou parce que moi, je crois que le chapitre donne déjà vraiment... Donc, je vais récapituler. Le chapitre d'écrire à l'encre violette va globalement donc, de l'inviter à l'Opoponax. Oui. On n'a pas parlé de Monique Wittig. Monique Wittig, j'en parle beaucoup sur la chaîne, donc je pense que on va peut-être s'en sortir. Ou tu veux peut-être dire un mot sur... Non, parce que je sais que Aurore Turbio maîtrise beaucoup mieux Monique Wittig que moi. Enfin, et quand Aurore sera un peu tranquille, on ira jusque-là. Mais c'est intéressant parce que l'Opoponax, c'est vraiment aussi un moment où le lesbianisme se dit plus, mais n'est pas compris. Oui, c'est ça. Donc il y a peu de personnes qui le comprennent. Et moi honnêtement, je n'avais pas compris ma première lecture de l'Opoponax, donc voilà. Non mais c'est intéressant d'avoir des effets de lecture différents, mais après moi j'avais été vraiment très très happée par la lecture collective, enfin le personnage collectif de l'Opoponax, j'étais très très attentive à ça parce que c'était des questions que je me posais à ce moment-là. Voilà, là, et donc avec, d'ailleurs je l'ai jamais dit, mais ton chapitre c'est vraiment prendre la parole en société patriarcale, mais on voit vraiment que cette prise de parole elle se fait donc, on récapitule rapidement, hein, mais avec des validations masculines pour accéder au milieu éditorial, accéder à la publication, et en fait découper, il se trouve masculin, mais éditoriaux tombent. Je peux pas te dire éditoriaux donc masculin, ça me paraît compliqué. Non. Voilà. Peut-être une dernière question quand même, écrire sur les lesbiennes en étant un mec, facile, ça va, tu te sens bien? Alors, c'est une question qui se pose notamment pour écrire à l'encre violette. Oui, mais en fait cette question-là, je me l'étais déjà posée en fait lors de mon mémoire de M2. Donc je l'ai pas là. Mais qui était aussi déjà sur la censure de Ravage. Et j'avais surtout axé sur, je ne me place pas sur la littérature lesbienne à l'époque, je me place sur l'histoire de la censure éditoriale et donc l'histoire de l'édition. Ce qui me permettait de me dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Arrive ensuite, et donc faire des communications sur Violette Leduc, mais en disant, c'est une autrice, je peux l'étudier aussi, sachant que j'étais pas là en mode, j'ai la vérité exacte sur Violette Leduc. C'est ce qu'on peut jamais faire en science de toute façon, normalement. Oui. En tout cas, quand les gens le font en science, c'est quand même une bonne raison de se méfier. Exactement. Et est arrivé écrire à l'encre violette où... donc le projet lancé notamment... lancé par Aurore. Et Aurore m'a envoyé ce mail
je me suis posé la question en me disant, bah, moi j'étais grave chaud, parce que t'as un projet qui arrive comme ça, enfin... Et puis, faut quand même avouer que ça se répond bien, quoi, les deux. Oui, oui, complètement, mais j'étais là, est-ce qu'il n'y a pas une chercheuse, justement, qui bosse dessus? Et puis, je me suis dit, bon, t'avais Aurore, Camille, Alex, Manon et moi, on a réfléchi et on était là, bah, on est quand même pas mal de personnes qui faisons un état de veille. Et bah non, t'avais personne à ce moment-là qui travaillait sur la littérature lesbienne dans les années 50. Maintenant, enfin, il y a eu des travaux de masterante, et là, il y a notamment Manon Baucher-Marquis, qui a fait son premier mémoire, c'était sur les autobiographies lesbiennes, où il y avait La Bâtarde, il y avait aussi Catherine Bernheim, et une troisième dont j'ai oublié le nom. Et il y a une autre masterante qui est Juliette Demant. Elle avait fait son premier mémoire sur comment les femmes qui aiment les femmes parlent des femmes qui aiment les femmes dans les années 50. Très intéressant. Il faut toujours que je lui réclame son M2 et à voir si elle continue. Mais donc maintenant, je sais qu'il y a des... Oui, mais parce que là, c'est ce que j'ai déjà discuté, notamment avec Camille, avec Alex. On est en train de faire école. Ce qui amène pas mal de choses. Il faut qu'on pense à des formes d'institutionnalisation et de transmission pour avoir une pérennité. Il y a des initiatives éparses qui apparaissent notamment donc, dans ce collectif qui est quand même absolument fondamental. C'est pour ça qu'on fait une série sur cette chaîne, enfin on c'est moi, enfin avec vous. mais parce que je savais pas comment l'aborder, je voulais pas faire une vidéo toute seule, ça me paraissait ridicule, tu vois, donc voilà, c'est bien, lisez-le, ça suffisait pas. Et en fait, voilà, il y a des trucs qui sont en train de se passer, qui sont en train d'essaimer, qui arrivent un peu partout, et qui amènent aussi des étudiants, des étudiantes à en faire d'autres, mais c'est pas forcément aussi des conséquences, c'est aussi un esprit un zeitgeist, un esprit d'époque, du temps, c'est aussi un truc qui est en train de se passer, que moi j'aimerais bien qu'on conscientise aussi pour essayer aussi d'en faire quelque chose d'aussi collectif que possible, mais on le fait de toute façon, enfin, il y a pas mal de choses qui se passent, notamment grâce à l'année Wittig 2023, les amis de Monique Wittig, évidemment, comme toujours, grâce à Suzette Robichon, comme énormément de choses qui peuvent se passer, et c'est extrêmement précieux, et on va continuer à faire tout ça. Oui, complètement. Et c'est pour ça, ce que je dis aussi, c'est que si des personnes sont intéressées pour travailler sur les années 50, pas de dire sur la littérature lesbienne des années 50, pas de dire passez par moi obligatoirement, mais si vous voulez travailler dessus, que vous êtes là, est-ce que tu as des fiches citations, des archives où ça se trouve? Moi je donne volontiers à chaque fois, je suis là en mode, bah, de toute façon, même si on était 15 à travailler dessus, il y aurait encore du taf. Et si on travaille ensemble, on va plus vite, on l'a vu avec ce bouquin-là. Donc vraiment, moi je suis là, le travail que j'ai fait avant, il a été fait, c'est très bien. Maintenant, si je peux le transmettre à quelqu'un pour que la personne n'ait pas à tout refaire derrière... Est-ce qu'il faut aussi les éditions de bouquins? Oui. Évidemment. Et ça, c'est beau de finir sur le collectif. Oui. Plus on est de folle, plus on rigole. Alexandre, je te remercie grandement pour tout ça. Merci à toi. Évidemment qu'on va remplir plein de choses en description. Et puis, évidemment, je vous dis à bientôt. Et donc ça c'est la fin, et donc maintenant on va se faire plaisir. On va refaire une jolie miniature. Attends, regarde-moi à l'écran, fais un petit sourire. Merci. Alors ça c'est le truc que j'oublie tout le temps.